Noah se réincarne un jour en noble, mais il y a un problème majeur. Il suffit de jeter un œil à cet écran de statut, rien d'autre que la déception pure et simple de parents asiatiques. Il est né en tant que 13e prince de la famille royale impériale, et l'empereur est très intéressé de voir son nouveau petit garçon. Il est informé que l'affinité magique la plus élevée de Noah est avec l'eau, il décide donc de lui offrir un fief près de l'eau comme premier cadeau d'anniversaire. Dès qu'il dit cela, Noah remarque que quelque chose apparaît à côté de sa magie de l'eau de rang E. L'empereur demande alors à voir l'écran de statut de Noah, et Noah est un peu inquiet, car avec un tel bulletin, il finirait certainement par être jeté à la poubelle, mais miraculeusement, lorsque son écran de statut s'affiche, sa statistique de magie de l'eau est passée du rang E au double rang S. Tout le reste est toujours un solide F, mais qui s'en soucie? Un bébé possède la statistique de magie de l'eau la plus élevée qu'ils aient jamais vue, et cela indique clairement qu'il deviendra un génie de la magie de l'eau à l'avenir, alors l'empereur prend Noah en affection. La raison pour laquelle sa magie de l'eau est de rang SS est due au fief que son père lui a accordé à sa naissance, bien que sur son écran de statut personnel, elles apparaissent toujours comme un E plus S. Les autres augmentations de ses statistiques proviennent de ses servantes, et il ne sait toujours pas pourquoi, mais il semble que plus il a de serviteurs, plus il devient fort. Quant à son niveau, il n'est encore que de 1, mais il peut apparemment être augmenté à l'infini, donc il finira forcément par devenir surpuissant, mais pour l'instant, il est encore assez faible. Pendant qu'il prend son petit déjeuner, l'une de ses servantes, Evelyne, vient l'informer que ses frères, plus précisément le premier et le 4e prince, sont venus le voir. Normalement, recevoir la visite de ses frères serait une bonne chose, mais au cours des 6 dernières années, Noah a appris que ces deux-là sont de véritables crétins, il doit donc être très prudent lorsqu'il a affaire à eux. Il se rend dans le salon pour rencontrer ses frères et, après les salutations d'usage, le premier prince annonce qu'il a apporté un cadeau pour Albert. Il demande alors à son serviteur d'apporter le cadeau et, dès que Albert voit l'épée, il comprend immédiatement qu'elle est maudite. Il peut littéralement voir les âmes tourmentées des morts qui l'entourent, et Albert sait très bien que cette épée est hantée, mais il fait semblant de croire qu'il s'agit d'un cadeau normal. Noah ne peut en aucun cas refuser un cadeau du prince héritier, il est donc obligé de l'accepter même s'il sait que cela ne se terminera probablement pas bien. Il saisit la poignée et la soulève tandis qu'Albert explique avec désinvolture qu'il s'agit d'une épée magique d'eau et que plus de 120 chevaliers sont morts en essayant de l'utiliser. Noah est surpris d'entendre cela, alors il relâche son emprise sur l'épée, mais le 4e prince lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car jusqu'à présent, tous ceux qui n'étaient pas dignes de l'épée sont morts au moment où ils l'ont prise, donc si la malédiction devait l'affecter, il serait déjà mort alors qu'il est. La raison pour laquelle Noah est immunisé contre la malédiction est probablement due à son double attribut de magie de l'OS, et il est plutôt rassurant d'apprendre qu'il ne risque pas de mourir à cause de cette chose, mais Noah est toujours furieux qu'Albert ait risqué sa vie pour une expérience stupide. Il ne peut pas le dire à voix haute, alors il attend simplement qu'Albert se lève et parte de lui-même pour pouvoir avoir un peu de paix et de tranquillité. Plus tard dans la journée, Noah marche dans les couloirs avec l'une de ses servantes, Zoé, et il remarque qu'elle semble malheureuse, alors il lui demande si quelque chose ne va pas. Zoé ne veut pas déranger Noah en lui parlant de ses problèmes, alors elle répond qu'elle va bien, mais Noah est certain que ce n'est pas le cas, alors il lui ordonne de lui dire immédiatement quel est le problème. Zoé s'exécute et dit à Noah qu'elle souhaite en fait prendre un congé pour régler des affaires familiales. Noah lui demande de quelles affaires familiales il s'agit, et elle lui explique que sa ville natale a récemment été inondée et que la ferme de sa mère a été emportée par les eaux, de sorte qu'elle n'a actuellement aucun moyen de subvenir à ses besoins. Zoé a demandé conseil sur la manière dont elle pourrait réunir suffisamment d'argent pour reconstruire la ferme, et on lui a répondu que la seule solution serait de travailler pendant un certain temps dans le quartier rouge, ce qu'elle avait l'intention de faire pendant son congé, mais Noah ne l'entend pas de cette oreille. Il lui dit qu'il va donner un travail à sa mère, après tout, il avait l'intention d'embaucher un professionnel pour fermer les portes arrière, et comme elle lui a été recommandée, il la paiera 10 renés par mois. Zoé demande à Noah s'il est sûr de son choix, car 10 renés est un salaire bien supérieur à la moyenne, et elle n'a jamais entendu parler d'un travail consistant à fermer les portes arrière, mais c'est parce que Noah vient de l'inventer. Il veut aider Zoé, et c'est son argent de toute façon, alors qui va l'en empêcher? Il lui dit également qu'il possède une vieille maison à la périphérie de la ville, et qu'elle et sa mère peuvent y séjourner afin de ne pas avoir à se soucier du loyer. Zoé lui a été fidèle toute sa vie, il est donc hors de question qu'il la laisse vendre son corps dans le quartier rouge à cause d'une inondation. Mais en parlant d'inondation, Noah a encore une chose à faire. Il appelle son majordome, Dylan, et lui ordonne de prendre des dispositions pour acheter autant de terres que possible qui ont été endommagées par l'inondation. Dylan et Zoé sont tous deux choqués d'entendre cela, mais Noé leur explique qu'il y aura forcément des escrocs qui tenteront d'arnaquer toutes les personnes innocentes qui viennent de perdre leurs moyens de subsistance, et qu'il veut donc les protéger avant que cela ne se produise. Dylan reste sans voix, car il n'arrive pas à croire que Noé ait pu prédire les conséquences aussi longtemps à l'avance, alors qu'il n'a que 6 ans et très peu d'expérience. Noah a souvent été confronté à ce genre de situation dans sa vie passée, mais il ne peut pas leur en parler,
Alors il passe à autre chose sans donner d'explication. Dylan est plus qu'heureux d'aider Noah à acquérir les terres, mais il demande comment ils vont trouver les fonds nécessaires, car selon ses estimations approximatives, cela coûterait environ 700 000 renés. Zoé est choquée lorsqu'elle entend ce chiffre, et Noah ne lui en veut pas, car c'est pratiquement une petite fortune. Ici, dans la capitale, un adulte gagne en moyenne 120 renés par an, ce qui suffit pour subvenir aux besoins d'une famille, acheter une maison et bien se nourrir. La famille de Noah est évidemment plus riche que la moyenne, mais même ainsi, il ne dispose que d'environ 500 000 renés, et il doit donc trouver un moyen de réunir rapidement 200 000 renés supplémentaires. Il n'a pas beaucoup d'options, alors il décide de vendre le fief qu'il possède, mais Dylan lui dit qu'il ne peut pas faire cela. Cette terre était un cadeau de l'empereur, et la vendre sans autorisation serait un crime contre la famille impériale. Noah en est conscient, mais il veut quand même le faire car il n'a pas d'autre choix, et il est prêt à accepter la punition que son père décidera de lui infliger. Le lendemain, Noah et ses serviteurs sont occupés à se préparer à se rendre dans les terres inondées lorsqu'il reçoit la visite inattendue du 4e prince, Henri. Albert est peut-être un crétin, mais Henri est en fait plutôt sympa une fois qu'on apprend à le connaître, et il se soucie sincèrement de Noah. Il est donc venu l'avertir que l'épée qu'Albert lui a donnée a une volonté propre, et que même s'il est immunisé contre la malédiction, il devra tout de même gagner sa reconnaissance avant de pouvoir l'utiliser en toute sécurité. Noah prend son conseil à cœur et, peu après, il part pour le village de Dasso. À son arrivée, il découvre que le terme « dégâts causés par les inondations » est un euphémisme pour décrire ce qui s'est passé ici, car on dirait que Kratos et Poséidon se sont battus à coups de poing. À première vue, Noah se rend compte que la plupart des propriétaires ont dû perdre leurs documents dans les inondations. Il ordonne donc à Dylan de se rendre au bureau du gouvernement et de trouver toutes les copies qu'il peut afin de faciliter l'achat. Pendant ce temps, Noah décide de se rendre sur place en personne pour voir comment les gens se portent après l'inondation. Zoé tente de l'en empêcher, car la reconnaissance n'est pas une tâche qui incombe à un prince, mais il lui répond qu'il y ira qu'elle le veuille ou non, et qu'elle peut soit l'accompagner, soit attendre dans la calèche jusqu'à son retour. Zoé accepte à contre-cœur d'accompagner Noah pour enquêter, et la situation est aussi grave qu'elle en a l'air, toutes les récoltes ont été complètement détruites, il n'y a donc aucune chance qu'il y ait une récolte cette année, et sans récolte, les villageois ne pourront pas survivre. À ce moment-là, Noah entend une cloche sonner et remarque que tous les villageois ont commencé à se rassembler sur ce qui était autrefois la place du village. Zoé suppose qu'il s'agit d'une distribution de nourriture, car l'Empire fournit des fonds de secours à toutes les régions touchées par des catastrophes naturelles comme celle-ci. Noah trouve que c'est une bonne chose que le système d'aide aux sinistrés de cette région fonctionne comme prévu, et il se rend auprès des villageois pour partager leur repas, mais dès qu'il goûte la nourriture, il retire tout ce qu'il venait de dire de positif sur cet endroit. Il a déjà goûté de la nourriture britannique moins déprimante que cette triste excuse de bouillon, et il est presque sûr que les légumes utilisés ici étaient pourris. L'un des villageois entend Noah se plaindre de la nourriture et, ignorant l'identité de Noah en tant que prince, il suppose qu'il doit être une autre victime malheureuse de l'inondation. Il dit à Noah que la nourriture est toujours comme ça et que même s'ils se plaignent, rien n'est fait à ce sujet, car les personnes qui préparent la nourriture se moquent éperdument de choses stupides comme la santé ou l'intoxication alimentaire. À ce moment-là, Noah entend une annonce concernant une inspection, alors il demande à Zoé de quoi il s'agit, et elle lui explique que le représentant du gouvernement local, Lord Gérald, est venu inspecter la qualité de la nourriture. Gérald s'approche de la marmite contenant le mystérieux ragoût et trouve que cela a l'air immangeable, mais comme ce n'est pas lui qui doit le manger, il s'en moque. Il demande au chef de lui préparer un vrai repas à la maison, ce que celui-ci accepte volontiers, car ils ont conclu un accord. Cependant, Noah refuse de laisser un comportement aussi cruel impuni. Il confronte Gérald et lui demande s'il autorise la distribution de nourriture de si mauvaise qualité parce qu'il empoche le reste du budget alimentaire pour lui-même. Gérald, pensant que Noah n'est qu'un paysan sans pouvoir, admet ouvertement qu'il détourne le budget alimentaire, car il pense que Noah ne peut rien y faire. Entendre Gérald se vanter de voler les survivants affamés du déluge fait bouillir le sang de Noah, à tel point que l'épée maudite commence à réagir. Gérald en a assez d'écouter les propos irrespectueux de cet enfant inconnu, il sort donc son épée et se prépare à le tuer, mais avant qu'il ne puisse le faire, l'épée Léviathan s'envole de son étui et arrive à côté de Noah. La forte volonté et le sens de la justice de Noah ont suffi pour que l'épée le reconnaisse comme un digne porteur. Maintenant qu'il est capable d'utiliser son pouvoir, il tranche sans effort la tête de Gérald pour avoir détourné des fonds et menacé un prince royal. Peu après, Lord Rowan, le patron de Gérald, arrive, et les gardes tentent de le convaincre d'arrêter Noah pour avoir tué Gérald, mais dès que Rowan voit Noah, il le reconnaît immédiatement comme le 13e prince et s'agenouille pour lui témoigner son respect. Noah dit à Rowan qu'ils doivent avoir une longue discussion au sujet de la situation, ce qui est une façon polie de dire que Rowan est dans de beaux draps pour avoir laissé Gérald s'en tirer ainsi pendant si longtemps. Il dit qu'il a déjà puni Gérald, mais que les complices qui l'ont aidé à voler ses fonds sont toujours là-bas,
et il attend donc de Rowan qu'il s'occupe d'eux de manière appropriée. En attendant, Noah lui ordonne de faire préparer un repas décent pour les gens ici. Plus tard, après que Noah a finalisé l'achat du village, Albert reçoit un rapport sur ce que Noah a fait, et il est surpris que son frère ait pu utiliser l'épée sans subir d'inconvénients, mais il a encore d'autres projets pour lui à l'avenir. Pendant ce temps, Noah est convoqué à une réunion avec son père pour s'expliquer. Il s'attendait à être réprimandé pour avoir vendu ses terres afin d'acheter un village endommagé par les inondations, mais à sa grande surprise, l'empereur le remercie. Si Noah n'avait pas fait ce qu'il a fait, les dommages subis par ces personnes auraient été bien plus importants. Il voit clairement que Noah est un jeune homme compétent, alors il lui demande de continuer à servir l'Empire de toutes ses forces, ce que Noah accepte avec joie. Peu de temps après, nous voyons Noah rendre visite à la ville de Myre, et il est là parce qu'il a entendu dire qu'une chanteuse talentueuse se produit. Alors que le spectacle commence, Noah est captivé par la belle voix de la jeune fille, et il apprécie vraiment sa performance. Mais soudainement, un groupe de voyous fait irruption dans le théâtre et se met immédiatement à crier après la jeune fille. Apparemment, le père de la jeune fille leur doit beaucoup d'argent, c'est pourquoi elle travaille comme chanteuse ici pour le rembourser. Mais les voyous ne pensent pas qu'elle sera capable de gagner assez d'argent pour les rembourser de cette façon, alors ils la menacent et lui crient d'aller travailler dans le quartier rouge. Tout le monde voit cela se produire, mais ils ont tous trop peur pour intervenir et faire quelque chose, alors Noah décide de prendre les choses en main avant que la situation ne s'aggrave. Il sort sur scène et cite la loi dans la constitution impériale qui interdit spécifiquement de forcer les enfants à payer les dettes de leurs parents, donc ce qu'ils font est illégal. Les voyous disent à Noah de s'occuper de ses affaires et le menacent de lui donner une leçon s'il ne se retire pas. Mais Noah invoque simplement son épée et leur tire des coups d'avertissement. Maintenant, ils savent que Noah n'est pas quelqu'un avec qui on peut s'amuser, alors ils se retirent tous, mais il crie encore qu'il paiera pour cela la prochaine fois qu'ils le verront. Une fois les voyous partis, Noah demande à sa servante de remettre une carte de visite au propriétaire de ce théâtre et lui dit que si ces voyous reviennent, il devrait leur dire que la jeune fille est sous sa protection. Le propriétaire jette un coup d'œil à la carte et reste sans voix en réalisant que Noah est le 13e prince. Il se tourne ensuite vers la jeune fille et lui demande combien coûtent ses dépenses mensuelles. Elle hésite à répondre car elle dépense beaucoup d'argent pour s'occuper de sa mère malade, mais Noah lui dit soudainement qu'il est prêt à lui payer 25 reines pour qu'elle puisse se concentrer sur le chant sans avoir à se soucier de l'argent, et elle n'a pas non plus à s'inquiéter de le rembourser, mais pour l'instant, il aimerait qu'elle termine sa performance. Après être rentré chez lui, Noah est accueilli par sa servante en chef, et il est heureux d'être de retour à la maison. Mais il y a un groupe de personnes qui s'inclinent devant la porte, et il ne sait pas de quoi il s'agit. La servante explique que ces personnes sont des prêteurs sur gage et qu'elles ont dit être là pour s'excuser auprès de lui pour ce qu'elles ont fait puisqu'elles n'avaient pas réalisé que Noah était un prince. Mais Noah dit à sa servante de les renvoyer parce qu'il n'est pas quelqu'un à qui ils peuvent parler chaque fois qu'ils le souhaitent. Juste à ce moment, Henri arrive et il a tout entendu, alors il dit à Noah qu'il a fait un choix intelligent parce que s'il accordait une audience à des voyous comme eux, cela nuirait à la réputation de la famille royale. Noah est d'accord que ce serait mauvais pour leur réputation d'accueillir des gens comme ça, mais ce n'est pas vraiment la raison pour laquelle il a choisi de les ignorer. Il explique qu'il y a en fait une chanteuse qu'il veut soutenir, et il a pensé que s'il laissait les voyous penser qu'il était encore en colère, alors il n'embêterait plus la jeune fille. Henri est surpris que Noah soit prêt à aller si loin pour une chanteuse, mais il est tout aussi surpris par le fait qu'il ait pu penser si loin à l'avance. Ses autres frères, comme Frank et Gary, ont à peu près son âge, mais ils ne seraient jamais capables de concevoir un plan aussi bien pensé sur le moment, bien que ce ne soit pas non plus attendu d'eux, puisqu'ils sont encore des enfants. Quoi qu'il en soit, la raison pour laquelle Henri est venu aujourd'hui est qu'il veut discuter de l'épée. Et sur ce point, Noah le remercie pour l'avertissement qu'il a donné la dernière fois concernant le fait que l'épée a une volonté propre parce que cela l'a vraiment aidé. Henri est heureux de l'entendre, mais il se demande comment Noah la transporte puisque l'épée serait normalement trop grande et peu pratique pour un enfant de sa taille à porter. Mais Noah dit que ce n'est pas vraiment un problème puisqu'il peut faire ça. Henri est choqué lorsqu'il voit l'épée de Noah apparaître de nulle part, alors il lui demande comment il a fait. Noah explique qu'il réduit simplement son épée et la cache dans sa manche. L'épée est un trésor national depuis des siècles à ce stade, mais personne n'a jamais été proche de faire quelque chose comme ça avec, et Henri prend cela comme un signe du talent naturel de Noah. Plus tard dans la soirée, Noah raccompagne Henri à la porte d'entrée pour qu'il puisse rentrer chez lui, et c'est alors qu'il remarque que les voyous de tout à l'heure sont toujours là à supplier pardon, mais il ne s'en soucie pas particulièrement. Un des voyous est vraiment agacé par le fait que Noah continue de l'ignorer, alors il se lève et le menace de le tuer, mais Noah le fait facilement tomber à terre sans bouger un muscle. Henri lui demande ce qu'il vient de faire, alors il explique qu'il vient de libérer un peu du pouvoir de Léviathan pour calmer l'homme, et cela indique un contrôle incroyable, mais à ce stade, Henri n'est plus surpris. Ce même soir, Noah décide de se rendre en ville pour un événement, et à son arrivée, il est accueilli par l'hôte, Redok. Alors qu'ils entrent dans la salle du banquet, Redok remarque l'épée à la taille de Noah,
et elle a l'air plutôt spéciale, alors il l'interroge à son sujet. Noah explique que c'était un cadeau de son frère, la grande épée, Léviathan, et ils sont tous stupéfaits de réaliser que Noah possède un trésor national. Quelques-unes des personnes présentes ne peuvent pas croire qu'un enfant posséderait un trésor national, même s'il est prince, et par quelques personnes, je veux dire ce type particulier à l'arrière, qui dit ouvertement que l'épée est probablement une réplique jouet. Noah refuse de laisser un tel manque de respect impuni, alors il libère un peu du pouvoir de son épée pour prouver que c'est l'original, mais il finit par aller un peu trop loin, faisant presque s'évanouir tous les présents à cause de l'énergie écrasante. Il finit par mettre fin à sa démonstration de pouvoir, et tout le monde est visiblement secoué. Mais pour arranger les choses, Redok parle de l'incroyable capacité de Noah à manier une telle arme, et tout le monde suit parce qu'ils ne veulent pas encourir sa colère. En vérité, Noah n'était pas si en colère à ce sujet, mais l'épée l'était, c'est pourquoi elle a agi en son nom. L'autre demande à Noah ce qu'il compte faire de l'homme qu'il a manqué de respect, et normalement, une situation comme celle-ci appellerait une punition sérieuse, mais Noah décide de laisser couler parce que ce n'est pas si grave. La fête se poursuit comme prévu par la suite, et tous les nobles approchent Noah les uns après les autres pour se présenter. Les suivants sont Byron Allen, le chef de la compagnie Allen, et sa fille Cindy. Après les avoir regardés, Noah déduit que Cindy doit être adoptée, et Byron est surpris de l'entendre dire cela, mais Noah a en effet raison sur le fait qu'elle est adoptée. Il demande comment Noah a pu savoir que Cindy est adoptée, alors il explique qu'il a remarqué que Byron se comporte avec la retenue d'un noble né dans la haute société, tandis que Cindy se comporte comme quelqu'un qui apprend encore les ficelles. De plus, il peut dire qu'elle était autrefois une esclave par la façon dont elle l'a regardé quand il a dit qu'elle était adoptée. Byron commence à s'excuser de ne pas avoir expliqué plus tôt et précise qu'il a effectivement acheté Cindy à l'origine comme son esclave, mais elle est intelligente et apprend rapidement, alors il a pensé qu'il valait mieux l'éduquer comme sa fille pour qu'elle puisse un jour hériter de son entreprise. Il suppose que Noah doit détester l'idée qu'un noble adopte une esclave comme sa fille, mais au contraire, Noah approuve grandement la décision de Byron. Il dit à Byron que lui et sa fille sont les bienvenus pour visiter son manoir à tout moment parce qu'il aimerait en savoir plus sur leur vie. Le lendemain, Noah se rend au marché pour jeter un coup d'œil aux alentours, et pendant qu'il est là, il tombe sur l'un de ses frères, le 8e prince, Oscar. Il demande ce que Noah fait ici tout seul, alors il explique qu'il se promenait pour s'amuser. Oscar ne voit pas ce qui est si amusant dans une promenade, mais puisque Noah n'est pas occupé pour l'instant, il lui demande s'il aimerait se joindre à lui pour une petite chasse au trésor. Cela attire l'attention de Noah, alors il accepte de se joindre à lui, et Oscar l'emmène à Cobalt Street. Cet endroit est connu pour les innombrables artefacts qui y sont vendus, mais il y a aussi un bon nombre de contrefaçons, c'est pourquoi trouver des artefacts authentiques est vraiment difficile. Noah et Oscar passent l'après-midi à chercher sur le marché des artefacts décents, mais peu importe à quel point Oscar cherche, il ne trouve rien de bon. Il est prêt à abandonner et à rentrer chez lui, mais soudainement, Noah repère un livre qui attire son attention. Il propose immédiatement de l'acheter, alors le propriétaire de l'étal dit qu'il doit payer 3 rennes. Après avoir payé, Oscar vient demander à Noah s'il y a quelque chose de spécial avec le livre, mais dès qu'il pose les yeux dessus, il réalise que le livre est le grimoire du sorcier légendaire Andrea, et quelque chose d'aussi précieux vaudrait normalement des milliers de rennes, donc le propriétaire de l'étal vient de perdre son fonds de retraite sans le savoir. Oscar demande comment Noah savait que c'était un grimoire puisque très peu de gens savent à quoi il ressemble réellement, mais en vérité, Noah n'avait aucune idée que c'était un grimoire au départ. Il a juste vu l'une de ses stats augmenter quand il l'a touché, alors il voulait l'acheter pour le boost de stats. Mais maintenant qu'il y pense, si cette chose augmente les stats, alors cela doit être similaire à son épée, ce qui voudrait dire qu'elle a une conscience propre. Pour tester sa théorie, Noah pointe Léviathan vers le livre, et soudainement, une énergie sombre commence à en jaillir alors qu'un esprit malveillant émerge. Oscar réalise maintenant que le grimoire devait avoir l'âme du sorcier scellée à l'intérieur, et maintenant qu'il est devenu un esprit vengeur, il va attaquer tout ce qui est à portée. Il avertit Noah de reculer, mais il sait exactement comment gérer cette chose, alors il lève son épée et frappe avec une attaque d'eau à pleine puissance. En conséquence, l'esprit est complètement détruit, et Oscar est content que la situation ait été gérée, mais il craint que quelqu'un ait pu être blessé pendant le chaos. Cependant, Noah lui dit qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour cela puisqu'il a veillé à diriger son attaque vers le ciel. C'est impressionnant que Noah ait pu prendre la meilleure décision avec si peu de temps pour réfléchir, mais Oscar est plus étonné par le fait qu'il ait vaincu l'esprit d'un sorcier légendaire en un seul coup. Juste à ce moment, un propriétaire de boutique locale nommé Alan approche les deux et dit qu'il a une proposition pour eux. Il explique qu'il a un artefact qu'il n'a pas pu utiliser pendant un moment maintenant, mais après avoir vu la démonstration de force de Noah, il pense qu'il pourrait être capable de le réveiller. Noah est intrigué, alors lui et Oscar suivent Alan jusqu'à sa boutique où on leur présente une bague spéciale. Pour la plupart des gens, elle ne fait rien, mais selon les rumeurs, elle s'éveillera quand quelqu'un de digne la mettra. Cela ressemble à une arnaque classique,
mais Noah n'a rien à perdre, alors il décide d'essayer, et à sa surprise, la bague réagit à lui et finit par former une puissante armure autour de lui. Noah décide de prendre la bague puisqu'elle a une myriade de capacités défensives, et sur le chemin du retour, il a une opportunité inattendue de la tester lorsque le prêteur sur gage de tout à l'heure essaie de l'attaquer pour se venger. La bague crée automatiquement un bouclier pour défendre Noah, et le type est projeté au sol, donc il ne sera plus un problème maintenant. Noah se rend plus tard à l'une des performances de la chanteuse, et après avoir attaqué un noble, ce prêteur sur gage est condamné, donc la chanteuse n'a plus à s'inquiéter à son sujet. Mais il s'avère qu'il n'était pas le seul fauteur de troubles parce que, après que la chanteuse a terminé sa performance, deux hommes ivres montent sur scène et essaient de flirter avec elle. Noah intervient et les chasse, mais il en a assez des ennuis constants ici, alors il demande au propriétaire d'arrêter d'accepter des clients comme eux. Le propriétaire est d'accord que c'est un peu un problème, mais ce sont les seuls clients qu'il a, donc il ne peut pas se permettre de rester en affaires sans eux. Dans ce cas, Noah propose d'acheter l'entreprise carrément et offre au propriétaire un énorme sac de pièces. La chanteuse approche Noah pour le remercier de l'avoir protégé, et elle ne sait pas comment elle pourrait jamais le rembourser, mais Noah dit que tout ce qu'il veut, c'est l'entendre chanter, alors il lui demande de jouer une chanson de plus pour lui. Un matin, Noah se prépare pour la journée lorsqu'il reçoit la nouvelle que Marley mort, le général de Holjoie, est là pour lui rendre visite. Holjoie est l'une des terres les plus prometteuses du fief de Noah, donc il accepte de rencontrer Marley et dit à ses servantes de le faire entrer. Marley le salue dans la salle de réunion, mais Noah lui dit qu'il n'y a pas besoin de formalité et demande à Marley de s'asseoir. Marley et Noah se sont rencontrés pour la première fois il y a 1 an et demi, environ lorsque Marley a été nommé général de Holjoie, et en parlant de cela, Noah lui demande comment ça se passe. Il se souvient que Marley a reçu un ordre impérial pour gérer le contrôle des inondations de la région, mais à voir son expression, il peut dire que les choses ne se passent pas bien de ce côté. Holjoie est une riche terre agricole céréalière qui longe une rivière courbe, mais cela la rend sujette à des inondations occasionnelles, c'est pourquoi l'empereur a ordonné que des fonds soient fournis pour les secours en cas de catastrophe. Marley explique qu'il n'a pas pu apporter de changements significatifs, et la raison principale est que le ministre des Finances ne cesse de trouver des excuses pour éviter de disperser les fonds nécessaires. Noah est incroyablement mécontent lorsqu'il entend cela, car cela ressemble à un cas flagrant de détournement de fonds publics, alors il demande à Marley de l'accompagner car ils vont rendre une petite visite au ministre. Peu de temps après, Noah rend visite au ministre des Finances pendant le déjeuner, et le ministre est aussi gras et huileux que Noah s'y attendait. Le ministre essaie d'abord de le flatter, mais Noah va droit au but et lui demande pourquoi il n'a pas donné à Marley les fonds nécessaires pour gérer les inondations à Holjoie. Le ministre reste calme et dit à Noah qu'il a une très bonne raison pour cela, mais Noah l'interrompt et lui dit qu'il ferait mieux de ne pas le prendre pour un enfant. Après tout, rabaisser un prince est une offense passible d'exécution. Le ministre commence maintenant à devenir un peu nerveux, alors il explique rapidement que lors de l'inondation de l'année dernière, l'empereur a généreusement accordé à Holjoie une exemption fiscale, donc il pensait qu'il serait juste que Holjoie utilise l'argent qu'ils ont économisé pour réparer les inondations cette année. C'est la déclaration la plus absurde que Noah ait entendue au cours de ses 6 courtes années de vie dans ce monde, alors il demande au ministre s'il le prend pour un imbécile ou quoi. Il est clair que l'exemption a été accordée parce que Holjoie n'avait pas d'argent pour payer des taxes l'année dernière, donc pour le ministre de parler comme si Holjoie avait encore cet argent est une insulte à l'intelligence de Noah. Le ministre réalise qu'il est dans une situation délicate maintenant, alors il pense frénétiquement à une autre excuse et dit ensuite à Noah que la raison pour laquelle il ne peut pas remettre l'argent pour les inondations est qu'il en a besoin pour l'empereur. Il pense qu'en utilisant le nom de l'empereur, Noah ne pourra plus lui tenir tête, mais son excuse est que l'empereur devient assez vieux, donc il veut lui construire une villa royale, et c'est trop pour Noah. Il dit au ministre qu'il vient de commettre un crime grave car non seulement il a appelé l'empereur un vieil homme, mais il a aussi utilisé son nom comme un moyen de couvrir son stratagème, et pour couronner le tout, son excuse était aussi stupide que, il y a un territoire qui inonde, mais j'ai besoin de l'argent pour construire une villa. Le ministre commence à supplier pardon car il réalise à quel point il vient de gâcher les choses, mais Noah lui dit que s'il ne veut pas que l'empereur entende parler de cela, alors il ferait mieux de remettre les fonds immédiatement. Le ministre s'enfuit en panique pour faire ce que Noah a demandé, et il semble que l'affaire ait été officiellement résolue, donc Marley remercie Noah pour son aide. Il s'excuse aussi d'avoir impliqué Noah dans une situation comme celle-ci, mais il n'avait pas d'autre choix puisqu'il n'aurait pas pu gérer le Premier ministre tout seul. Alors que Noah se prépare à rentrer chez lui, il reçoit soudain un message disant que l'empereur veut avoir une réunion avec lui. Noah est surpris car il est rare que son père le convoque sans raison, mais cela doit être important, donc Noah laisse tout tomber et se rend au château de son père. À son arrivée, Noah salue l'empereur, mais il lui dit qu'il n'y a pas besoin d'être si formel avec lui. Tout d'abord, il veut féliciter Noah pour avoir si bien géré le ministre des Finances. Noah est surpris que l'empereur soit déjà au courant alors que cela vient littéralement de se produire il y a quelques minutes,
Mais on lui dit que l'information est l'une des armes les plus puissantes que l'on puisse manier, et en tant qu'empereur, son réseau d'information est inégalé. Noah apprécie les éloges de son père, mais il lui dit qu'il faisait seulement ce qu'il pensait être juste. Même ainsi, l'empereur est impressionné que Noah puisse voir à travers la tromperie aussi facilement alors qu'il n'a que 6 ans. Il a aussi entendu comment Noah a maîtrisé le pouvoir de Léviathan en si peu de temps, et c'est vraiment un exploit remarquable compte tenu de la nature sombre de l'épée. Noah est bien conscient de la noirceur de Léviathan, car elle aurait certainement tué toutes ces personnes à la fête s'il ne l'avait pas arrêté, mais même si l'épée est puissante, Noah n'a pas vraiment appris à manier correctement une épée, c'est pourquoi l'empereur lui a préparé un instructeur. C'est Damian Noble, et il est le plus grand épéiste de l'Empire que personne n'a pu vaincre, et l'empereur veut que Noah apprenne autant qu'il peut de lui. Noah accepte l'arrangement, mais avant que des leçons formelles ne commencent, Damian dit qu'il aimerait avoir un duel amical avec Noah. L'empereur ne pense pas que ce serait juste puisque Noah ne sait pas se battre avec une épée, mais Damian l'assure que ce ne sera qu'un simple test pour voir le potentiel que Noah possède. L'empereur finit par accepter le duel, donc Damian lève son épée et dit à Noah de l'attaquer comme il veut, donc Noah saisit Léviathan et charge vers Damian. Pendant qu'il se bat, Noah peut sentir les souvenirs et les compétences de l'ancien utilisateur de Léviathan s'écouler en lui, donc son jeu d'épée devient plus précis de minute en minute. Lui et Damian finissent par croiser le fer, et juste quand Damian pense qu'il a l'avantage, Noah fait un mouvement vers le haut avec son épée, désarmant le plus grand épéiste de l'Empire et laissant Damian et l'empereur sans voix. Noah possède les compétences d'un maître d'épée, donc il n'y a plus rien à lui enseigner. L'empereur est stupéfait par le fait que le plus grand épéiste vient de perdre contre son fils de 6 ans. Il est toujours très fier de son garçon d'avoir accompli quelque chose de si grand. En récompense, il propose de faire de Noah le responsable de l'examen de sélection des chevaliers de cette année, et Noah est grandement honoré par cette opportunité. L'examen de sélection des chevaliers est un événement annuel impliquant des participants du monde entier. Au sein de l'Empire, la puissance militaire est incroyablement importante. Les combattants gagnent leur préliminaire régional, puis se rassemblent tous dans la capitale pour une bataille finale, et celui qui sort victorieux obtient le titre de chevalier. Le premier travail d'un chevalier nouvellement nommé est de devenir le subordonné du juge en chef du tournoi, et chaque fois que Noah gagne un subordonné talentueux, ses statistiques augmentent, donc il est excité de voir ce qui se passe. Le jugement se fait habituellement soit par round robin soit par élimination, mais Noah a quelque chose de différent en tête pour le tournoi de cette année, donc il demande la permission d'annuler les préliminaires régionales et de tenir tout le tournoi dans la capitale. Sa raison est qu'il aimerait voir tous les combats en personne, et il ne voudrait pas que des candidats forts soient exclus pour des raisons arbitraires parce qu'il n'est pas là pour l'arrêter. L'empereur lui dit qu'il est libre de faire ce qu'il veut, donc Noah avance avec son plan. De retour à la maison, Noah demande à Zoé si son village natal envoie jamais des concurrents pour l'examen de sélection des chevaliers. Elle confirme cela, mais ajoute que son village n'envoie habituellement qu'une personne en espérant qu'elle se fasse un nom au nom du village. Noah l'informe qu'il a décidé de supprimer les préliminaires régionales, donc son village est libre d'envoyer autant de candidats qu'il le souhaite, et Zoé est heureuse de l'entendre, mais elle dit à Noah qu'il y a encore un gros problème. Une partie de la raison pour laquelle son village n'envoie qu'un seul candidat est qu'ils ne peuvent pas se permettre les frais de voyage et d'hébergement nécessaires pour rester dans la capitale pendant la durée du test. Tout le village doit essentiellement rassembler son argent pour financer un seul candidat, donc en envoyer plus n'est pas vraiment possible pour eux. Cependant, Noah ne veut pas que des personnes talentueuses soient retenues par un manque de finances, donc il décide qu'il va couvrir les frais de voyage et d'hébergement pour tous les candidats cette année. C'est certainement une merveilleuse idée, mais payer l'hébergement pour tant de personnes coûterait une somme astronomique, et ils n'ont pas ce genre d'argent à gaspiller. Cependant, Noah a déjà un plan en tête. Il dit qu'il va acheter tous les bâtiments vacants de la région pour loger les candidats, et si cela ne suffit pas, alors il fera construire une auberge pour les accueillir. De cette façon, l'argent dépensé aura toujours de la valeur même après la fin du tournoi. Pour la nourriture, il prévoit de consulter tous les marchands avec qui il a des connexions pour trouver la meilleure offre. Il finit par appeler une réunion avec Byron et demande un coût estimé pour son plan. Cependant, quand Byron fournit une estimation, il est pris au dépourvu parce que le prix est beaucoup trop bas. Il est impossible que Byron puisse faire un profit avec des chiffres comme ceux-ci, mais Byron dit que ce n'est pas un problème puisqu'il veut juste être utile au prince. Oui, Noah ne tombe pas dans le panneau. Il sait que les marchands ne donnent jamais rien gratuitement, donc il demande à Byron de sortir le grand jeu et de dire ce qu'il veut en échange. Byron est surpris que Noah en sache tant sur le fonctionnement des affaires alors qu'il est si jeune, mais puisque c'est le cas, il n'y a plus de raison de le cacher. Il parle du fait qu'il y a un processus de sélection pour le personnel du château, et il espérait que Noah pourrait tirer quelques ficelles pour qu'un des serviteurs de Byron soit embauché. De cette façon, si des affaires importantes devaient se passer dans les murs du château, Byron serait l'un des premiers à en entendre parler. Noah accepte les termes, et en signe de sincérité, Byron jure de soutenir pleinement Noah et Noah seul au sein de la famille royale. Gagner Byron comme subordonné a vraiment boosté ses statistiques,
Mais en vérifiant sa fenêtre de stats, il réalise que sa statistique de magie de l'eau vient de baisser d'un rang. Sa haute stat d'eau vient du territoire qu'il possède, donc cela doit signifier que quelque chose s'est mal passé à Almaria. Il se précipite immédiatement pour rencontrer son père et l'informer que quelque chose s'est produit à Almaria, et bien que le roi le croie, il demande à Noah comment il pourrait possiblement savoir cela. Noah ne peut pas exactement révéler son écran de stats, donc il garde sa réponse vague et dit qu'il a remarqué des signes depuis un moment maintenant. Cela satisfait apparemment la curiosité de l'empereur, et il parle ensuite de la situation, et c'est alors que Noah découvre qu'il y a une rébellion en cours là-bas. L'empereur demande à Noah s'il aimerait gérer l'affaire personnellement, mais après y avoir réfléchi, Noah dit qu'il ne veut pas le faire. La plupart des nobles sauteraient sur l'occasion de réclamer la gloire au combat, mais il croit qu'Henri serait un meilleur choix puisqu'il a plus d'expérience avec ce genre de situation. Plus tard cette nuit-là, Henri et Noah roulent ensemble dans un carrosse, et Henri lui demande s'il en est sûr puisque, avec la façon dont cette nation fonctionne, il aurait pu considérablement augmenter son statut en obtenant un grand accomplissement au combat. Noah explique qu'il n'est pas assez compétent pour être déployé dans une bataille, et même s'il trouvait un moyen de survivre, beaucoup de ses soldats mourraient probablement en vain, et c'est quelque chose qu'il aimerait éviter. Soudainement, Léviathan avertit Noah d'une intention hostile devant eux, donc il dit au conducteur d'arrêter le carrosse. Il sait que ce doit être les rebelles qui tentent de l'assassiner, et puisque c'est lui qu'il recherche, il part en courant pour s'éloigner le plus possible d'Henri. Juste à ce moment, 4 jets d'eau jaillissent du sol, et ils convergent tous sur Noah alors que les rebelles se montrent, mais Noah s'est défendu avec son bouclier, donc il va toujours parfaitement bien. Les rebelles essaient ensuite de sauter sur Noah, mais il est bien trop habile pour qu'ils puissent le gérer, donc Noah les maîtrise facilement tous en quelques secondes. Henri est émerveillé par la facilité avec laquelle Noah a pu maîtriser les rebelles, mais il pense que c'est dommage qu'il n'ait pas pu en interroger aucun puisqu'ils auraient pu obtenir des informations précieuses. C'est alors que Noah l'informe que les rebelles sont en fait toujours en vie. Tout ce qu'il a fait, c'est les assommer, donc Henri est libre de les interroger autant qu'il le veut. Plus tard, Noah avait entendu que les rebelles d'Almaria sont principalement constitués de cavalerie, mais Almaria n'a pas de ferme équestre, donc les rebelles doivent obtenir leurs chevaux et leurs fournitures de l'extérieur du territoire, et savoir cela a donné une idée à Noah. Il appelle Byron et lui ordonne d'acheter toute la nourriture pour chevaux dans les régions entourant Almaria. De cette façon, ils manqueront de nourriture pour leurs chevaux tôt ou tard, et cela devrait rendre beaucoup plus facile pour Henri d'éliminer la rébellion. Plus tard, Noah rencontre l'empereur, et d'après les assassins que Noah a capturés, il semble que les rebelles voulaient seulement le kidnapper pour l'utiliser comme monnaie d'échange. Cependant, vu la facilité avec laquelle ils ont avoué cela, Noah pense qu'ils cachent peut-être quelque chose. Le roi est du même avis, mais il assure à Noah qu'il a ses méthodes pour faire parler les prisonniers. Noah sait que cela signifie probablement que les captifs vont subir la peur de l'angoisse et du désespoir, mais il préfère ne pas s'impliquer là-dedans, alors il dit qu'il laissera la torture à son père. L'empereur félicite ensuite Noah pour avoir si bien su se défendre, car s'il avait été capturé, l'Empire aurait été forcé de prendre une décision difficile. Il loue également Noah pour son idée brillante d'affamer les chevaux des rebelles, mais Noah ne sait pas du tout comment l'empereur a découvert cela alors qu'il vient tout juste de donner l'ordre. L'empereur explique alors que n'importe qui peut concevoir une tactique de famine, mais qu'il faut un vrai génie pour réaliser qu'une telle manœuvre aurait poussé les rebelles à attaquer les populations environnantes, donc il est vraiment fier de Noah. Un peu plus tard, Noah se promène lorsque Byron vient le rencontrer, et il semble avoir terminé la tâche que Noah lui avait confiée. Il dit qu'il leur sera facile d'acquérir toute la nourriture pour chevaux avant que les rebelles ne puissent l'acheter, mais le chef des rebelles, Carfan, est extrêmement tenace et fera tout ce qu'il faut pour atteindre son but, donc il avertit Noah d'être prudent. C'est alors que Zoé s'approche de Noah parce qu'il y a apparemment un homme blessé à la porte, et il prétend avoir un rapport important à remettre à Noah. Noah est intrigué, alors il se dirige vers la porte pour rencontrer l'homme et découvre que c'est un chevalier qui travaille à Almeria. Il informe Noah que son supérieur a récemment lancé une rébellion à Almeria, et qu'on lui a ordonné de rejoindre les forces rebelles, mais il n'a pas pu s'y résoudre, alors il a fui pour en informer Noah. Noah était déjà au courant de la rébellion, mais il remercie quand même le chevalier de l'en avoir informé et demande à sa servante de soigner ses blessures. Il décide également de donner au chevalier une récompense de 1000 rennes pour sa loyauté, mais Byron est surpris que Noah aille aussi loin alors que l'information fournie par le chevalier n'est même plus utile. Noah en est conscient, mais le fait que le chevalier ait choisi de venir jusqu'ici pour transmettre cette information, bien qu'il sache qu'il mettrait sa vie en danger, montre une vraie loyauté, et Noah veut le récompenser pour cela. Un peu plus tard, Noah est dans son bureau à classer des documents quand, tout à coup, Zoé entre et elle a l'air très nerveuse. Elle s'effondre sur le sol et tend à Noah une bourse de pièces, mais Noah n'est pas sûr de ce dont il s'agit, alors il lui demande ce qui se passe. Elle lui dit qu'un type quelconque lui a juste remis ce sac d'argent et lui a dit de verser un somnifère dans le thé de Noah pour qu'il puisse le kidnapper, alors elle est venue le dénoncer. Noah suppose que ce doivent être les rebelles qui tentent de nouveau de s'en prendre à lui,
mais il se demande pourquoi Zoé a même pris la peine d'accepter le poison et l'argent au départ. Elle dit à Noah qu'elle ne pourrait jamais le trahir après tout ce qu'il a fait pour elle, mais ils ont menacé de la tuer si elle n'acceptait pas la mission, donc elle n'a eu d'autre choix que de faire semblant de jouer le jeu. Noah comprend la situation, et il est reconnaissant que Zoé ne l'ait pas vendue, alors il lui offre un bonus de 5000 rennes en récompense, soit 10 fois le montant que les rebelles ont tenté de lui offrir. Zoé essaie d'abord de refuser puisqu'elle ne pense pas que ce soit correct d'accepter autant d'argent de sa part, mais Noah lui dit de simplement le prendre parce qu'il a un service à lui demander. Zoé dit qu'elle est prête à tout faire pour lui, mais alors Noah lui dit qu'il va volontairement avaler le somnifère, et après qu'il se sera endormi, il veut qu'elle laisse les rebelles l'emporter. Zoé pense que c'est beaucoup trop risqué, mais elle ne peut pas aller contre les ordres de Noah, alors elle fait comme il dit. Quelques heures plus tard, Noah se retrouve ligoté à l'arrière d'une calèche. C'est à peu près ce à quoi il s'attendait, c'est pourquoi il a caché le Léviathan rétréci dans son oreille pour que les rebelles ne le lui prennent pas. Heureusement, il a encore sa bague, alors il utilise son pouvoir pour couper les cordes, et une fois libre, il demande à Léviathan de lui montrer ce qui s'est passé pendant qu'il était inconscient. En gros, après avoir bu le thé drogué, les rebelles ont fait irruption et ont emporté le corps de Noah avant de le charger dans cette calèche et de s'enfoncer dans la forêt. Il semble s'être arrêté pour faire une pause, donc Noah pense que c'est le moment parfait pour passer à l'action et sort de la calèche pour les affronter. Les rebelles ne s'inquiètent pas au début quand ils voient que Noah s'est libéré, car ils supposent qu'un gamin ne pourrait en aucun cas tous les vaincre. Cependant, Noah commence à les abattre sans effort l'un après l'autre, et en un rien de temps, il est le seul encore debout. Quelques instants plus tard, Noah remarque qu'un groupe de chevaliers approche, et Zoé est là aussi. Il lui demande ce que tout cela est censé être, alors elle explique que même si tout s'est passé selon le plan de Noah, elle était quand même inquiète, alors elle a contacté les chevaliers et organisé une opération de sauvetage pour Noah. Noah apprécie la pensée, mais il n'y a plus grand-chose à faire maintenant, alors il demande simplement aux chevaliers de s'occuper des criminels dont il vient de s'occuper. Les chevaliers font comme on leur dit, mais en déplaçant les corps, l'un d'eux laisse tomber un poignard, et Noah remarque quelque chose d'étrange à son sujet, alors il ordonne à tout le monde de reculer pendant qu'il l'examine de plus près. Il peut sentir une quantité incroyable de malveillance émaner de cette chose, et il est assez clair qu'elle a été maudite par quelqu'un. Mais les malédictions fonctionnent dans les deux sens, et Noah peut maintenant l'utiliser pour retrouver le propriétaire. Il prépare Léviathan et se prépare à utiliser son pouvoir pour régler les comptes une fois pour toutes. Une énorme quantité d'énergie est lancée dans les airs, et peu de temps après, elle atteint la stratosphère avant de se rediriger vers une cible spécifique. La cible en question est Carfan, le chef des rebelles, et avant même de savoir ce qu'il a frappé, il est oblitéré. Le lendemain matin, l'empereur convoque Noah à une réunion pour lui dire à quel point il est fier. Il vient d'apprendre que le chef des rebelles s'est fait exploser la tête par un coup d'épée intercontinental, et Noah est simplement content que cela ait fonctionné parce qu'il ne savait pas si cela avait réellement touché Carfan ou pas la nuit dernière. Avec le chef rebelle mort, le reste des rebelles a rapidement sombré dans le chaos, et peu de temps après, Henri a réussi à les supprimer complètement. Une fois que chaque participant à la rébellion a été capturé, une réunion est tenue pour annoncer la punition qu'ils subiront pour leurs crimes. L'empereur est vraiment furieux du fait que ces gens aient tenté de s'emparer des terres de Noah, alors il ordonne qu'ils soient tous écartelés. Tout le monde commence à acclamer la décision de l'empereur parce qu'il n'oserait pas le remettre en question, mais Noah a en réalité quelque chose à dire. Il dit à son père qu'il ne pense pas que l'écartèlement des coupables soit la meilleure ligne de conduite ici, et ce n'est pas parce qu'il pense qu'il devrait être pardonné ou quoi que ce soit, mais la loi impériale a des peines clairement établies pour les cas de rébellion, les chefs de la rébellion doivent être pendus, tandis que ceux qui y ont participé doivent être décapités. L'empereur pense qu'une mort sans douleur est bien trop douce pour ces gens, mais quoi qu'il en soit, Noah lui dit que même s'il est l'empereur, il doit toujours suivre la loi impériale. Sinon, il porterait atteinte à l'intégrité de la famille royale. L'empereur réalise que Noah a raison sur ce point, mais il dit qu'il ne sera pas satisfait si les coupables reçoivent une punition trop clémente, alors il ordonne qu'ils soient punis avec la plus grande sévérité permise par la loi, sans aucune clémence. Noah n'a aucune objection à cela, donc l'empereur officialise, et il ordonne au Premier ministre de s'assurer que les punitions sont correctement exécutées. Tous les nobles dans l'assistance étaient d'abord silencieux puisqu'ils ne savaient pas comment l'empereur répondrait à l'attitude effrontée de Noah, mais maintenant qu'ils savent que l'empereur est du côté de Noah, ils commencent tous à le louer pour sa bravoure exemplaire. Maintenant que l'audience est terminée, l'empereur se lève de son trône et s'approche de Noah pour le remercier d'avoir été si direct plus tôt, puisqu'il l'a empêché de salir le bon nom de l'Empire, et il dit qu'il prévoit de le récompenser pour ses efforts. Il déclare qu'il accordera un titre à Noah, car tout enfant est capable de tenir tête à son père, mais la sagesse de le faire au bon moment est un talent qui mérite d'être reconnu. Ainsi, l'empereur annonce que Noah sera désormais connu sous le nom de prince sage, ce qui est un grand honneur car c'est un titre extrêmement rare. En toute honnêteté, si Noah avait quelques années de plus, l'empereur aurait peut-être envisagé de le faire prince héritier sur le champ,
mais il est encore bien trop jeune pour une telle position, donc c'est le mieux qu'il puisse obtenir pour l'instant. Cela dit, l'empereur se souvient que l'examen de sélection des chevaliers va bientôt commencer, alors il demande à Noah s'il a décidé comment il entend le juger. En fait, Noah a un plan infaillible pour l'événement, mais il préfère en partager les détails en privé, alors il demande à l'empereur d'attendre plus tard. Après la fin officielle de l'audience, Noah emmène l'empereur dans le jardin et fait se tenir 4 serviteurs avec des seaux d'eau pendant qu'il sirote une tasse de thé. Lorsqu'il donne le signal, les 4 serviteurs tentent de lui jeter l'eau, mais Noah utilise sans effort le bouclier de sa bague pour bloquer chaque dernière goutte. C'est ainsi qu'il prévoit de juger les candidats de l'examen de sélection, il les fera l'attaquer un par un et jugera ensuite leur performance en fonction de leur proximité à réellement le toucher. L'empereur est impressionné puisque cette méthode retire beaucoup du stress d'évaluation à Noah tout en s'assurant que c'est juste et égal. Cependant, il est un peu inquiet des risques, car si l'un des participants se trouve être assez fort pour percer le bouclier de Noah, alors il pourrait être sérieusement blessé. Noah est conscient des risques, mais il assure à son père que tout ira bien parce qu'il a des mesures en place pour une telle éventualité. Plus tard, l'empereur se rend au trésor royal avec le Premier ministre, et en chemin, le Premier ministre lui demande s'il est sûr que c'était une bonne idée d'admettre ouvertement qu'il pense que Noah est un bon candidat pour son successeur. L'empereur n'y voit rien de mal puisqu'il est assez évident que Noah est un génie. Après tout, il a éliminé un chef ennemi à son âge sans même avoir mis les pieds sur un champ de bataille, et c'est un exploit digne de reconnaissance. Il y a aussi le fait que l'épée magique en sa possession détient un pouvoir inimaginable, et même aujourd'hui, une partie de ce pouvoir reste scellée parce qu'il serait trop dangereux pour une personne ordinaire de la manier, mais quelque chose dit à l'empereur que Noah pourrait probablement la maîtriser. Le jour du tournoi de sélection des chevaliers arrive enfin, et tout le monde a été informé des règles. Noah va rester assis sur sa chaise toute la journée, et un par un, chaque candidat chevalier doit s'approcher et l'attaquer. Son bouclier est plus que suffisant pour arrêter leurs attaques, donc personne n'a encore réussi à s'approcher de frapper Noah. Même la magie est complètement inefficace contre ses défenses, donc il semble que personne n'ait la moindre chance ici. Le temps passe, et c'est le moment du dernier candidat de la journée, alors Shirley sort sur la scène et tire son épée avant de charger Noah de toutes ses forces. Le bouclier de Noah s'active comme prévu, mais l'épée de Shirley parvient en fait à le traverser, ce à quoi Noah ne s'attendait vraiment pas, donc il finit par être un peu transpercé au bras. Les gardes arrêtent immédiatement Shirley pour avoir osé blesser le prince, mais Noah leur dit de la relâcher immédiatement parce que l'attaquer était tout l'objet du concours, et il n'aurait pas organisé cela ainsi s'il n'était pas prêt à accepter quelques blessures en conséquence. Quoi qu'il en soit, puisque Shirley a réussi à percer ses défenses, Noah annonce qu'elle a réussi son test. Noah l'a plus tard invitée à venir dans ses quartiers, et une fois arrivée, elle lui a demandé nerveusement ce qu'il voulait dire en disant qu'elle avait réussi son test. Elle suppose que cela signifie que Noah va la punir d'une manière ou d'une autre pour l'avoir blessée, mais Noah lui dit qu'il ne lui en veut vraiment pas pour ce qui s'est passé. En fait, il aimerait qu'elle l'attaque une fois de plus. Shirley est encore un peu nerveuse et ne sait pas quoi faire, mais Noah lui rappelle qu'elle est un chevalier et que son travail en tant que chevalier est de suivre ses ordres quels qu'ils soient, alors elle prend son épée et charge Noah. Son bouclier s'active comme prévu, mais contrairement à la dernière fois, peu importe à quel point Shirley pousse, elle est incapable de percer. Noah explique qu'il aurait pu l'arrêter pendant le concours s'il l'avait voulu, mais il voulait voir si elle était le type de chevalier qui irait au bout de ses ordres d'attaque quelle que soit la situation. La plupart des gens se seraient retenus parce qu'ils avaient peur de blesser Noah, mais elle a chargé à pleine puissance, et c'est le genre d'engagement que Noah veut. Shirley jure sa loyauté éternelle à Noah, et alors qu'il regarde son écran de statut, il se rend compte que l'avoir comme subalterne vient de lui donner un boost significatif. Juste à ce moment, Zoé entre avec un médecin pour soigner les blessures de Noah, car cela doit encore être pris en charge, et heureusement, le coup de Shirley n'a touché aucun os ni artère majeure, donc le médecin peut panser Noah assez rapidement. Shirley est émerveillée car elle ignorait que les blessures pouvaient être traitées de cette manière, surtout qu'il n'y a pas de médecin dans son village. Noah est surpris d'apprendre cela, alors il demande à Shirley ce que les gens de son village font habituellement quand l'un d'eux tombe malade. Shirley explique qu'il laisse les choses comme ça et espère que ça s'améliore tout seul, ce qui ne finit généralement pas bien. Noah ne peut pas laisser les choses en l'état, alors il demande au médecin quel est le moyen le plus rapide de devenir médecin, et on lui répond qu'il faudrait d'abord devenir apprenti. Ainsi, Noah se tourne vers Shirley et lui dit de rassembler les personnes les plus intelligentes et travailleuses de son village et de les lui amener parce qu'il va faire en sorte que le médecin les prenne comme apprentis. Il l'assure que toutes les dépenses seront couvertes, donc elle n'a pas à s'en inquiéter, et Shirley est très reconnaissante de la considération de Noah. Maintenant que Shirley est l'une des chevaliers de Noah, elle vit dans le manoir, donc le lendemain matin, elle se réveille et s'habille pour ses devoirs. En descendant, elle tombe sur Zoé, alors elle la salue et mentionne qu'elle a à peine pu dormir la nuit dernière parce qu'elle n'est pas habituée à dormir dans une si grande pièce. Elle est honnêtement surprise par la façon dont les serviteurs ici sont bien traités,
et il est clair qu'ils aiment tous Noah plus que quiconque parce qu'il les traite bien. Parmi tous les princes, il est largement connu que Noah est de loin le plus gentil, ce qui n'est pas exactement difficile puisque la plupart des royaux ont tendance à être des imbéciles. Pourtant, Noah est aimé parce qu'il ne laisse pas son statut changer la façon dont il traite les autres. En fait, il y a d'innombrables jeunes filles qui tueraient pour avoir la chance de devenir l'épouse de Noah, et les autres servantes commencent à taquiner Zoé parce qu'elles savent qu'elle aime Noah plus que tout, mais Zoé nie timidement tout sentiment amoureux et dit qu'elle veut juste être utile à Noah, et Shirley ressent la même chose. Plus tard dans la journée, Noah est occupé à tamponner des documents avec Shirley à ses côtés, et quelques instants plus tard, un chevalier vient informer Noah que la liste des candidats chevaliers qu'il a choisis a été approuvée. Noah remercie le chevalier pour son travail et lui dit qu'il peut partir maintenant, mais il demande à Shirley de l'escorter à sa sortie. Shirley n'est toujours pas habituée à l'idée qu'elle est maintenant elle-même un chevalier de haut rang, alors elle s'incline pour remercier le chevalier de sa visite, mais le chevalier lui dit que ce n'est pas nécessaire car techniquement, elle est au-dessus de lui maintenant. Il peut dire que Shirley va faire un bon chevalier, mais avant de partir, il lui donne un conseil et lui dit qu'elle a une bonne situation en tant que chevalier de Noah, donc elle ferait mieux de ne pas tout gâcher. Tard dans la nuit, Noah organise une fête et fait jouer sa chanteuse préférée. La fête est pour commémorer son succès concernant la compétition de sélection des chevaliers, et Noah a invité Marley ici en remerciement pour tous les efforts qu'il a fournis pour en faire un succès. Il informe également Marley que tous les groupes de marchands qui ont des liens avec lui sont actuellement présents dans cette pièce, donc il ferait bien d'établir de bons liens avec tous parce que cela aidera sa propre entreprise à grandir. La performance de la chanteuse se termine bientôt, et Noah en est très satisfait, mais tout à coup, Zoé s'approche de lui en tenant une lettre, et elle dit qu'elle était adressée à Noah, mais elle n'est pas sûre de son contenu. Noah jette un coup d'œil à la lettre par curiosité, mais il n'est pas sûr non plus de ce qu'elle est censée signifier. Il demande qui a livré la lettre, mais apparemment le responsable s'est enfui des gardes après avoir déposé la lettre, donc il n'y a aucun moyen de savoir qui est derrière cela. Noah décide d'ouvrir la lettre pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais Shirley le met en garde de ne pas le faire parce que cela pourrait être une sorte de piège. Noah est conscient des risques potentiels, mais puisque Léviathan ne réagit pas, il est certain que la lettre ne mettra pas sa vie en danger. Il ouvre la lettre et en sort un petit morceau de papier, qui indique que les restes des rebelles d'Almaria ont commencé à bouger. Zoé est surprise que les rebelles n'aient pas encore abandonné et se demande ce qu'ils pourraient planifier, mais Noah n'en a aucune idée. La lettre indique que la personne responsable de la livraison est retournée à Almiria pour agir comme espion infiltré pour lui, et Noah suppose que l'agent infiltré en question doit être ce chevalier qui est venu l'informer de la rébellion il n'y a pas longtemps. Zoé pense que Noah a raison puisque cet homme semblait vraiment beaucoup admirer Noah, donc il se donne du mal pour aider en signe de respect. Shirley pense que c'est une bonne nouvelle, mais Noah lui dit en fait que c'est terrible parce que ce chevalier n'a absolument aucune véritable formation d'espion, donc s'il essaie d'agir comme espion, il va se faire attraper en un rien de temps. Quand cela arrivera, il sera certainement soit torturé, soit tué, et Noah ne peut pas laisser cela arriver, donc il doit faire quelque chose. Henry est probablement déjà près du territoire d'Almiria, donc Noah prévoit de lui demander de l'aide, mais il n'y a aucune garantie qu'il arrivera à temps. Un peu plus tard, Noah reçoit une lettre de réponse de Henry, et il a apparemment fait de son mieux pour sauver le chevalier, mais au moment où il est arrivé, le chevalier avait déjà été découvert et torturé pour des informations. Noah aurait souhaité que le chevalier ait simplement tout dit aux rebelles, car ce n'est pas comme s'il avait beaucoup d'informations utiles pour commencer, mais au lieu de cela, le chevalier est resté absolument silencieux pendant qu'il le torturait et, en conséquence, il a été laissé dans un état critique. Au moment où Henry est arrivé, le chevalier était toujours inconscient mais heureusement en vie. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il survivra étant donné ses blessures. Noah se sent responsable de cela puisque, s'il avait simplement maintenu un réseau d'informations pour lui-même, le chevalier n'aurait pas ressenti le besoin de se mettre en danger pour acquérir ces informations pour Noah. Il se tourne vers Zoé et lui ordonne d'envoyer une lettre à Almiria et de dire à la personne en charge de ne pas ménager les dépenses pour soigner le chevalier parce que Noah les remboursera pour tous les coûts encourus. Le lendemain, Noah se rend au marché avec Shirley comme garde, et elle est complètement émerveillée car elle n'a jamais vu autant de choses en un seul endroit auparavant. Cependant, Noah lui rappelle qu'elle est en service, donc ce n'est pas le moment pour elle de se laisser distraire. Shirley s'excuse et court pour rattraper Noah avant de lui demander pourquoi il a choisi de venir au marché aujourd'hui, et Noah l'informe qu'il est ici pour obtenir un cadeau pour Henry en remerciement pour avoir réprimé la rébellion sur son territoire. Ils entrent dans l'une des boutiques, et Noah explique qu'il cherche un bon cadeau pour son frère, donc le propriétaire sort un assortiment de tous les objets de fantaisie qu'il a en stock. Ils sont tous très beaux, mais aucun ne semble vraiment impressionner Noah jusqu'à ce qu'il aperçoive un objet en particulier. Le propriétaire révèle que l'objet en question est une belle sculpture entièrement en verre faite par un artisan qualifié, mais comme l'art de créer des sculptures en verre est difficile à apprendre, seulement 2 statues comme celle-ci existent dans le monde. Noah pense que ce serait le cadeau parfait pour Henry,
Alors il dit au propriétaire qu'il veut l'acheter et lui offre 10 000 en paiement. Quelques instants plus tard, Henri arrive par hasard dans la boutique parce qu'il a entendu que le propriétaire ici a un trésor spécial en stock, mais il devient complètement silencieux quand il le voit par lui-même. Il demande au propriétaire si c'est vraiment une sculpture en verre authentique, et le propriétaire le confirme, mais au lieu d'être heureux, Henri semble en fait contrarié. Il n'existe que 2 de ces sculptures, mais il n'aurait jamais pensé qu'un propriétaire de boutique aléatoire pourrait trouver la seconde. Noah demande à Henri s'il sait où se trouve la première statue, et c'est alors que Henri révèle qu'il possède déjà la première. Cela met un sérieux frein au plan de Noah de la lui offrir comme cadeau, mais il a une idée. Il pourrait simplement donner à Henri la seconde statue comme prévu, mais une statue en 2 exemplaires vaut naturellement moins qu'une pièce unique, donc Noah prend la seconde statue et la brise en morceaux sur place. Parce que maintenant la statue de Henri sera unique en son genre, et cela va la rendre plusieurs fois plus précieuse qu'elle ne l'était déjà. Henri est surpris que Noah ait pu comprendre un concept aussi complexe, mais il est reconnaissant de la considération de Noah et promet de lui rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre. Alors que Noah rentre chez lui pour la journée, Shirley lui demande si c'était vraiment nécessaire de détruire un trésor aussi précieux puisqu'il a dû le payer en fin de compte, mais Noah lui dit que cela n'a pas vraiment d'importance parce que ce n'était qu'un objet. Il dit que le seul trésor qui l'intéresse vraiment est les personnes qui se dévoueraient entièrement à lui, et pour lui, Shirley est l'un de ses trésors les plus importants. Elle a beaucoup appris sur lui au cours des derniers jours, et elle sait maintenant sans aucun doute qu'elle veut suivre Noah pour le reste de sa vie. 6 ans passent, et Noah est devenu un prince confiant de 12 ans, ce qui signifie qu'il est plus âgé, plus fort et prêt à faire des choses encore plus étonnantes. Puisque Noah vient juste d'avoir 12 ans, d'innombrables personnes cherchant à gagner ses faveurs se présentent pour lui déposer des cadeaux, et la file est si longue qu'elle dure littéralement depuis 3 jours d'affilée à ce stade. Ce serait une chose si Noah se contentait de recevoir les cadeaux, mais il a pris soin de noter précisément les noms des personnes qui lui ont apporté des cadeaux afin de leur rendre l'appareil un jour, et c'est un processus qui prend du temps. Ces dernières années, Noah a été officiellement reconnu pour avoir maîtrisé le pouvoir de Léviathan, et par ordre impérial direct, il a été affecté au ministère des Affaires militaires, ce qui signifie qu'il a beaucoup d'autorité dans ce département. Il demande à Henri s'il y a quelque chose qu'il voulait discuter, alors Henri lui dit qu'il a en réalité reçu un ordre impérial récemment, lui enjoignant de laisser Reyes, ici présent, commander une armée pour réprimer la rébellion à la frontière sud. Si l'on montre de la clémence envers les barbares là-bas, ils se déchaînent, donc le plan est d'y envoyer une armée pour démontrer à quel point la force militaire de l'Empire est supérieure à la leur, c'est là qu'intervient Reyes. Reyes est un vétéran décoré avec de nombreux actes de bravoure à son actif, donc il ne fait aucun doute que parmi tous les chevaliers d'Henri, Reyes est particulièrement talentueux, donc il ne devrait pas y avoir de problème à l'envoyer, mais avant tout cela, Noah a une question importante à lui poser. Il veut savoir combien de soldats Reyes a réellement. Entendre cela fait se demander à Henri de quoi Noah parle, alors Noah explique que les armées reçoivent des fonds en fonction du nombre de troupes qu'elles déclarent, donc il est assez courant que les généraux gonflent un peu leurs effectifs en enregistrant des non-combattants ou des marchands qui ne peuvent pas se battre et en gardant l'argent excédentaire. Reyes commence à s'excuser parce que c'est exactement ce qu'il a fait, et Henri est sur le point de s'emporter dans une crise de rage, mais Noah l'arrête et explique que ce que Reyes a fait n'est en réalité pas si grave. Certes, il a peut-être faussement déclaré qu'ils avaient plus de soldats qu'en réalité, mais cela peut jouer en leur faveur puisqu'avoir plus de soldats sur le papier agit comme une dissuasion pour la plupart, mais dans ce cas, c'est un peu un handicap puisque l'empereur exige une victoire absolue contre les rebelles, et cela rend difficile la planification pour cela s'il ne sait pas combien il y a de vrais soldats. D'où la question posée plus tôt. Reyes explique qu'il a environ 2000 soldats réels, et Noah apprécie son honnêteté, alors il écrit une lettre adressée au ministre des Affaires militaires et dit à Reyes de la lui remettre. La lettre est une demande de provision pour 2000 hommes, plus un peu plus pour que Reyes puisse en mettre dans sa poche, mais en échange, Noah lui dit que l'échec ne sera pas toléré. Plus tard dans la journée, Noah et Henri rentrent chez eux dans leur carrosse, et Henri est impressionné par la façon dont Noah a habilement à la fois menacé Reyes en exposant ses méfaits et l'a motivé en acceptant de le laisser avoir l'argent supplémentaire de toute façon. Bien que ce soit dommage que Noah n'ait pas encore eu l'occasion de faire l'expérience de la guerre, car quelques exploits guerriers à son actif le rendraient encore plus impressionnant qu'il ne l'est déjà. Cependant, puisqu'il est encore jeune, il lui est pratiquement interdit de participer aux guerres. Noah est plus que capable de se débrouiller seul, mais la règle découle du fait que la plupart des bébés royaux finissent par mourir dans leur première année, et ce n'est pas à cause d'une quelconque peste ou quoi que ce soit. C'est principalement à cause des autres princes qui essaient de se débarrasser de leurs concurrents en les éliminant dès le début, mais Henri n'est pas comme les autres et se soucie en réalité beaucoup des membres de sa famille. Il commence à raconter à Noah quelques-unes de ses histoires de guerre, mais pendant qu'il parle, une petite fille en haillons sort d'une ruelle et s'élance sur la route. Cela effraie les chevaux et les fait s'arrêter, alors Henri demande ce qui se passe, et la petite fille implore de l'aide. Un moment plus tard, un autre groupe d'enfants sort en courant de la ruelle, suivi par un groupe d'hommes qui les poursuivent.
Les hommes attrapent les enfants et tentent de les emmener de force, mais Noah intervient et exige qu'ils s'arrêtent. Il est clair que les enfants sont des esclaves, et l'esclavage n'est pas illégal dans cette nation, donc il ne peut pas les arrêter pour le simple fait d'asservir des enfants, mais il peut les punir pour l'avoir fait sans enregistrement, donc il demande à voir leurs documents. Les hommes n'ont aucun document à montrer, donc même s'ils voient clairement que Noah vient de sortir d'un carrosse avec un insigne royal, au lieu de simplement s'enfuir, ils décident de l'attaquer. En conséquence, Noah procède à absolument nettoyer le sol avec les sbires, bien qu'il veille à ne pas les tuer sur le coup. Il se dirige ensuite vers les enfants et demande si ces hommes essayaient de les vendre comme esclaves, ce que tous les enfants confirment en pleurant, mais un moment plus tard, un vieil homme ridé sort de la ruelle et dit à Noah qu'il n'y a rien de mal dans ce qu'il a fait parce qu'il travaille pour le prince Gilbert. Même si le trafic d'esclaves non enregistrés est illégal, si ce type a vraiment le soutien de Gilbert, alors il n'y a rien que Noah puisse faire dans cette situation, et connaissant Gilbert, il a probablement engagé cet homme pour trafiquer les enfants. Cependant, Noah a la solution parfaite à ce problème. Il dit à haute voix, « Non, tu mens » et assomme l'homme avant qu'il ne puisse fournir une preuve de son lien avec Gilbert. De cette façon, il peut sauver les enfants, et il a un déni plausible au cas où on l'accuserait de manquer de respect à l'autorité de Gilbert. En attendant, il prévoit de ramener les enfants à son manoir pour écouter leurs histoires, et quant aux hommes, il les déposera chez Gilbert pour qu'il s'en occupe. Plus tard dans la soirée, Albert et Gilbert dînent ensemble lorsque Noah reçoit un message de Gilbert. Il le remercie apparemment pour avoir capturé ces deux-là et prétend que Gilbert n'a rien à voir avec eux parce qu'il ne sanctionnerait jamais le trafic illégal d'enfants. Normalement, les criminels seraient pris pour interrogatoire, mais malheureusement, alors que personne ne regardait, ils ont tous par hasard mis fin à leur jour en même temps. Noah n'est pas stupide, donc il sait exactement ce que Gilbert essaie de faire. Il a tué ces trafiquants d'enfants, pour qu'ils ne puissent pas divulguer d'informations sur les dossiers de Gilbert qui pourraient remonter jusqu'à lui ou son île. Henri n'est pas surpris, car il sait depuis un moment que Gilbert est impliqué dans de nombreux actes déplorables, mais puisque Gilbert est le premier prince, il a trop d'autorité pour qu'Henri puisse faire quoi que ce soit. Noah comprend pourquoi Gilbert fait cela, car même s'il est le premier prince, parce qu'il est le fils d'une concubine, il n'a pas le droit d'hériter du trône, donc il évacuait probablement ses frustrations comme il le pouvait. Henri est impressionné que Noah ait pu comprendre cela si rapidement alors qu'il a rarement parlé à Gilbert, mais il ne pense pas que ce soit particulièrement difficile à comprendre étant donné ce qu'ils savent déjà, mais en l'état, Gilbert est toujours pratiquement intouchable. Le mieux que Noah puisse faire en attendant est de tirer quelques ficelles pour s'assurer que les enfants qu'il a sauvés n'auront plus à s'inquiéter d'être vendus. Il leur dit qu'ils sont tous libres de partir, mais les enfants ne semblent pas trop enthousiastes parce qu'ils n'ont en réalité nulle part où aller en premier lieu. Les enfants ont tous été initialement vendus par leur famille pour diverses raisons, donc s'ils rentraient chez eux, ils finiraient probablement par être revendus comme esclaves. Noah ne veut pas les abandonner à un sort aussi malheureux, alors il annonce qu'il est prêt à tous les accueillir et demande à Dylan de préparer un hébergement pour eux. Il promet également que tous les enfants qui souhaitent étudier bénéficieront d'un soutien total pour le faire. Les enfants demandent si cela signifie que Noah a l'intention de les acheter, mais il clarifie qu'il ne veut pas d'esclaves. Il veut des subordonnés loyaux, donc si l'un d'entre eux veut partir pour une raison quelconque à tout moment, il ne les retiendra pas. Être traité avec autant de gentillesse est un concept complètement étranger pour les enfants, donc ils ne savent pas comment réagir, mais ils sont aussi très reconnaissants envers Noah, donc ils le remercient avant d'être emmenés par Dylan pour se laver. Avec cela, les enfants devraient pouvoir vivre heureux désormais, et voir cela fait sourire Noah, mais juste à ce moment-là, il se souvient qu'il a encore quelque chose à faire. Le lendemain, Evelyn vient l'informer que tous les cadeaux pour son anniversaire ont été reçus et catalogués, mais il lui dit que ce n'est pas important pour le moment parce qu'il a quelque chose dont il a besoin de lui parler. Il lui dit qu'il l'a licenciée en tant que servante, mais pas parce qu'elle a fait quelque chose de mal. Il lui dit qu'il veut qu'elle devienne l'administratrice d'une région d'Almiria, et c'est un véritable honneur puisque cela fait d'elle une fonctionnaire. Il est naturel que Noah ne puisse pas gouverner une si grande zone tout seul, c'est pourquoi il doit assigner des administrateurs à différentes régions pour gérer les affaires. Il observe Evelyn depuis un certain nombre d'années maintenant, et il est certain qu'elle est la plus intelligente parmi toutes ses servantes, donc elle serait parfaite pour la tâche. Evelyn est reconnaissante que Noah pense si hautement d'elle, mais elle lui dit qu'elle préférerait de beaucoup rester ici et continuer à travailler pour Noah parce qu'elle veut être à son service. Cependant, Noah lui dit qu'elle lui rendrait un grand service en acceptant le poste, parce que si elle fait du bon travail, alors il sera connu dans tout le royaume que Noah est un excellent juge de caractère, donc même si elle n'est pas ici au manoir, elle aidera toujours Noah à sa manière. Evelyn est heureuse d'aider de toutes les manières possibles, alors elle accepte d'agir en tant qu'une des administratrices de Noah, et Shirley est impressionnée par la façon dont Noah est bienveillant envers ses subordonnés. Il est infiniment meilleur que Gilbert à cet égard, mais Noah lui dit qu'elle ne devrait probablement pas dire des choses comme ça à voix haute puisque cela pourrait lui attirer des ennuis. Un peu plus tard,
Noah est convoqué à une réunion avec l'empereur pour discuter de l'incident avec ses trafiquants d'enfants. Le récit utilisé par Gilbert était qu'il y avait des scélérats qui utilisaient son nom sans sa permission, et qu'il n'avait rien à voir avec cela. Noah sait que ce n'est pas vrai, mais il n'a pas de preuves pour contredire ce que Gilbert a affirmé, donc il ne peut pas faire grand-chose pour le moment, d'autant plus que tous les criminels impliqués sont déjà morts. En parlant des criminels, l'empereur demande à Noah s'il sait quelle est la punition pour le trafic illégal d'esclaves. Noah se souvient que selon la loi, le chef de réseau doit se faire couper le bras, et tous les autres impliqués seront enrôlés de force dans l'armée, et l'empereur lui dit qu'il a raison. Il mentionne ensuite qu'il a entendu que les criminels l'ont attaqué lorsqu'il les a confrontés, mais puisque Noah était bien plus compétent qu'eux, il n'a subi aucun mal. L'empereur est assez certain que les choses ne se seraient pas aussi bien passées pour lui s'il avait été à la place de Noah, parce qu'il aurait été sous couverture pour cacher son identité d'empereur et aurait probablement hésité à se révéler, s'exposant potentiellement à des blessures. Le Premier ministre plaisante en disant que si l'un des criminels devait vraiment blesser l'empereur, ce serait un crime impérial méritant la peine de mort, mais Noah l'interrompt et lui dit qu'il a tort. Selon la loi, si un membre de la famille royale ne s'identifie pas comme tel, alors aucun acte commis contre eux ne peut être classé comme crime impérial parce que l'auteur ignorait leur statut. Noah a raison, mais il est un peu inquiet d'avoir peut-être dépassé les bornes puisque corriger le Premier ministre devant tant de gens pourrait être considéré comme impoli, mais à sa surprise, l'empereur et le Premier ministre se mettent à rire parce qu'ils avaient fait un petit pari sur le fait que Noah corrigerait ou non l'erreur. L'empereur a toujours su que Noah a un fort sens de la justice, donc il testait simplement pour voir s'il serait capable de relever une erreur de citation de la loi, et maintenant qu'il sait que le sens de la justice de Noah est intact, l'empereur se lève et annonce devant tous les présents qu'il nomme par la présente Noah comme le nouveau ministre de la Justice. Plus tard, Noah arrive au ministère de la Justice, où on lui présente Vinny, le vice-ministre de la Justice. Noah voit que Vinny est jeune et talentueux, alors il lui demande de lui expliquer dans les grandes lignes quelles seront ses fonctions en tant que ministre de la Justice. Vinny explique que le ministère de la Justice est chargé de coordonner tous les tribunaux du pays, mais qu'il juge également de nombreuses affaires qui se déroulent dans la capitale. Noah devra donc aussi agir en tant que juge. Noah s'y attendait plus ou moins, mais il demande à Vinny s'il lui arrive aussi de juger des affaires de temps en temps. Vinny dit que ça dépend des situations, mais qu'il lui arrive effectivement de traiter une affaire ou deux de temps à autre. En entendant cela, Noah passe à sa question suivante et demande à Vinny combien de pots de vin il accepte. Vinny est un peu choqué et ne sait pas quoi répondre, mais Noah le rassure en lui disant qu'il n'a aucun problème. Il veut simplement comprendre la situation actuelle au ministère de la Justice, donc s'il admet quoi que ce soit, Noah ne lui en tiendra pas rigueur. Vinny comprend et admet qu'il accepte effectivement des pots de vin, généralement autour de quelques centaines de rennes par an, mais c'est parce qu'il a une règle personnelle de ne pas accepter certains types de pots de vin. La plupart des autres juges n'ont pas une telle règle, donc ils finissent par accepter 10 fois plus de pots de vin que lui. Noah est intrigué et demande à Vinny quelle est cette règle dont il parle. Vinny explique alors qu'il n'accepte pas de pots de vin pour les affaires liées à un meurtre. Pas nécessairement parce qu'il est contre l'idée, mais parce que ce serait trop facile à exposer. Après tout, s'il laisse un meurtrier en liberté, les proches de la victime sauraient qu'il a accepté un pot de vin et pourraient éventuellement vouloir se venger de lui. Il a donc décidé qu'il valait mieux limiter ses pots de vin aux affaires sans grands enjeux. Noah comprend, alors il sort un morceau de papier et rédige un chèque à l'ordre de Vinny pour 5000 rennes. Il explique qu'en supposant que Vinny accepte 500 rennes de pots de vin par an, cela devrait couvrir 10 fois ce montant. Ainsi, à partir de maintenant, il veut que Vinny cesse d'accepter des pots de vin. Vinny est étonné par la rationalité de Noah, et il comprend maintenant pourquoi le roi lui a donné le titre de prince sage à un si jeune âge. Il décide sur le champ qu'il veut être loyal envers Noah, alors il lui dit qu'il n'a pas besoin de l'argent supplémentaire. Il accepte d'arrêter complètement de prendre des pots de vin, et en échange, tout ce qu'il veut, c'est servir Noah fidèlement désormais. Normalement, Noah se méfierait des motivations cachées de Vinny, mais il regarde son écran de statistiques et réalise qu'il a reçu un bonus suite au serment de loyauté de Vinny, donc sa déclaration devait être sincère. Plus tard, Noah dîne avec Oscar dans son manoir, et Oscar voit que Noah est un peu méfiant, mais il l'assure que ce n'est qu'une célébration pour le féliciter d'avoir été nommé ministre de la Justice. Après tout, après Henri, Noah est le deuxième prince à être nommé ministre. Noah apprécie le geste, mais il ne peut s'empêcher de trouver tout cela étrange car, dans le cas d'Henri, il a obtenu son poste de ministre après avoir arrêté la rébellion, alors que Noah n'a pas d'accomplissement notable qui justifierait qu'on lui donne un tel titre. Il pense donc que l'empereur a peut-être autre chose en tête. Il se tourne vers Oscar et lui demande s'il se souvient de l'histoire de l'époque où l'Empire a failli s'effondrer. Selon l'histoire, cela est arrivé à cause de l'ancienne règle selon laquelle seul le premier prince pouvait hériter du trône. Bien que cela puisse sembler normal, cela a en réalité causé beaucoup d'agitation car le reste de la famille royale, sachant qu'il n'aurait jamais à assumer cette responsabilité, choisissait de passer tout son temps à batifoler sans aucun souci.
Naturellement, cela n'a pas très bien fonctionné, donc à partir de là, une nouvelle règle a été établie, chaque prince recevrait un fief à sa naissance, et celui qui s'acquitterait le mieux de ses devoirs serait nommé prince héritier. À cet instant, Oscar réalise ce que Noah essaie de dire. Il se lève brusquement et demande si l'empereur envisage vraiment de faire de Noah le prince héritier. Noah dit qu'il n'en est pas sûr, mais que c'est certainement une possibilité. Cependant, un instant plus tard, un des hommes d'Oscar vient l'informer que l'empereur prévoit de le mettre, lui Oscar, à la tête du ministère des Finances dès le lendemain matin, ce qui confirme la théorie de Noah. L'empereur cherche vraiment quelqu'un pour remplacer Albert au poste de prince héritier. Pendant ce temps, ailleurs dans le royaume, une opération est menée par les chevaliers royaux pour démanteler un groupe de personnes qui complotaient pour renverser l'empereur. L'empereur reçoit la nouvelle plus tard dans la nuit, et d'après l'interrogatoire, il semble que le groupe tentait d'obliger l'empereur à abdiquer le trône afin d'introniser le prince héritier, Albert. Il est assez clair que c'était une manœuvre d'Albert pour s'emparer du trône, mais, officieusement, il est difficile de lui en vouloir car il est déjà prince héritier depuis 30 ans et son père n'a aucun projet de retraite. C'est toujours un crime majeur de tenter une insurrection, mais il n'y a pas de preuves réelles reliant Albert au crime, donc le punir sera difficile. Quant aux autres personnes impliquées dans le complot, elles seront très certainement exécutées pour cela. Le lendemain, comme Noah est responsable du ministère de la Justice, l'affaire lui est soumise et on lui demande de décider d'une peine. C'est une affaire assez simple puisque tous les impliqués ont été pris la main dans le sac à comploter pour renverser l'empereur. Mais même s'il n'y a pas de preuves directes reliant Albert à cette affaire, il est quand même assez évident qu'il était impliqué. Après tout, les personnes qui exécutaient le plan étaient tous des membres du cercle rapproché d'Albert. Vinny demande à Noah ce qu'il compte faire. Normalement, selon la loi impériale, il est très rare que les membres de la royauté reçoivent une punition pour les crimes qu'ils commettent, mais il y a une exception à cette règle, les cas d'insurrection. Dans ce cas, la peine est l'exécution, que l'on soit un royal ou un simple vagabond, et même si un royal prétend n'avoir pas participé au complot, le simple fait d'en avoir eu connaissance sans l'arrêter suffit à le faire exécuter. Étant donné le nombre de proches d'Albert impliqués, il est pratiquement impossible qu'il n'ait pas remarqué ce qui se passait. Si Noah le voulait vraiment, il pourrait accuser Albert de trahison et le faire exécuter, mais il sait que ce n'est pas ce que l'empereur souhaite. Après tout, rendre public le fait qu'un des princes a tenté de s'emparer du trône serait un scandale national. Noah décide donc de contourner un peu la règle. Il rencontre plus tard l'empereur pour discuter de la sentence qu'il a proposée et explique qu'il prévoit de faire exécuter immédiatement tous ceux qui ont été arrêtés sur les lieux. Le fait que l'empereur n'ait pas déjà dénoncé Albert signifie qu'il n'a pas l'intention de le punir. Mais si l'un des complices d'Albert le dénonçait, il serait alors vraiment difficile d'étouffer le scandale. C'est pourquoi Noah veut s'en débarrasser le plus rapidement possible. L'empereur est impressionné que Noah ait pu déduire ses intentions même sans qu'il n'ait rien dit. En récompense, il lui accorde une augmentation de budget et lui dit qu'il a de grands espoirs pour lui à l'avenir. Après cela, Noah rentre chez lui, mais en approchant, il voit deux des gardes de sa porte d'entrée au sol, grièvement blessés, et il est clair qu'il se passe quelque chose. Il sort pour voir leur état, mais l'un est déjà mort, et l'autre parvient tout juste à prévenir Noah que les intrus qui ont fait ça sont toujours à l'intérieur. Noah se précipite à l'intérieur pour gérer la situation, et en courant dans les couloirs, il trouve beaucoup de ces hommes blessés et allongés par terre. Il finit par tomber sur l'un des intrus alors qu'il est en train d'égorger un des hommes de Noah. Noah s'élance et tranche tous ses membres jusqu'à l'os. L'intrus tente de se suicider en se mordant la langue, mais Noah l'en empêche en lui fourrant du métal magique dans la gorge. 3 autres intrus apparaissent peu après et attaquent Noah tous ensemble, mais il arrive facilement à les tailler en pièces en moins d'une seconde. Quelques instants plus tard, Vinny arrive à la recherche de Noah et est soulagé de voir que Noah va bien, mais la situation reste très grave. Bien que tous les intrus aient été tués, beaucoup des gardes de Noah sont dans un état critique. Noah est choqué d'apprendre que tous les intrus ont été tués car, normalement, on les garderait en vie pour les interroger. Cela signifie que quelqu'un a dû essayer de couvrir son implication, ce qui amène Noah à croire que ces hommes sont liés d'une manière ou d'une autre à Albert. Ce serait un désastre si on découvrait qu'Albert est lié à cette attaque, alors Noah doit trouver une excuse pour se débarrasser de ceux qui l'a empêché de se suicider. Selon la loi impériale, blesser un membre de la famille royale est passible d'exécution immédiate. Noah se plante donc un coup de poignard dans l'abdomen et dit à Vinny de rapporter que ce sont les intrus qui lui ont fait cela, afin qu'il soit exécuté avant de pouvoir dénoncer Albert. Quelques minutes plus tard, alors que la blessure de Noah est soignée, Vinny vient l'informer que les exécutions ont été menées comme il l'avait ordonné. Noah est soulagé de l'apprendre car si la tentative d'assassinat d'Albert venait à être révélée, ce serait une tache sur le nom de la famille royale. Plus tard, Noah est convoqué à une réunion avec l'empereur pour discuter de ce qui s'est passé. L'empereur sait qu'il est impossible qu'une bande d'intrus quelconque ait pu toucher Noah, donc il a dû se blesser lui-même comme excuse pour s'en débarrasser. Il comprend pourquoi Noah l'a fait et il est fier de lui pour être allé jusqu'à se blesser afin de protéger le nom de la famille. Il demande à Noah de faire une promenade avec lui,
et une fois dans le jardin, il mentionne qu'il est courant pour les grands empereurs comme lui de voir leur réputation ternie plus tard dans leur vie. En disant cela, il fait référence au fait que s'il était renversé, l'usurpateur prétendrait probablement qu'il est devenu sénile avec l'âge et inapte à gouverner l'Empire. Ils savent tous deux que l'usurpateur en question est Albert, et l'empereur ne fait clairement plus du tout confiance à Albert en ce moment. La seule raison pour laquelle il ne l'a pas déjà puni est à cause des répercussions que la dénonciation du prince héritier aurait sur son héritage. Noah trouve une solution au problème et suggère que, puisque l'empereur a récemment nommé Henri, Oscar est lui-même prince-ministre pour assurer l'efficacité des opérations, il propose que l'empereur crée un tout nouveau poste appelé le Premier ministre prince, et que ce poste supervise les opérations de tous les princes-ministres. Il nomme ensuite Albert pour remplir ce rôle. Mais dès que l'empereur entend cela, il rejette immédiatement l'idée car il refuse de confier un tel pouvoir à Albert. Il s'apprête à partir, mais soudain Noah l'interpelle et dit qu'il comprend pourquoi Albert est si impatient de monter sur le trône, car qui ne le serait pas après avoir attendu 30 ans. Au moins, de cette façon, il pourrait apaiser Albert en lui donnant le contrôle et le pouvoir qu'il désire, même si ce n'est que symboliquement. L'empereur comprend le raisonnement de Noah, mais s'il donne à Albert l'autorité sur les 3 princes-ministres, il est possible qu'il les empêche de porter des questions importantes à son attention. C'est effectivement possible, mais Noah a déjà pensé à la solution parfaite à ce problème. C'est pourquoi il a l'intention d'ajouter une clause selon laquelle, si tous les princes-ministres conviennent qu'une question est suffisamment sérieuse, ils peuvent contourner Albert et s'adresser directement à l'empereur. L'empereur aime cette idée car cela signifie qu'Albert n'aura pratiquement aucun pouvoir réel, mais cela suffirait à l'empêcher de s'emporter. L'empereur est extrêmement reconnaissant envers Noah d'avoir trouvé une solution aussi brillante au problème, et il veut le récompenser pour ses efforts, mais l'argent ne suffirait pas dans ce cas. Il invite donc Noah à se rendre avec lui au coffre-fort. Il dit à Noah qu'il est libre de choisir n'importe quel objet qu'il souhaite dans le coffre. Noah entre donc et commence à regarder autour de lui avec l'aide de Léviathan, s'arrêtant finalement sur une boîte spéciale. Mais à l'instant où il ouvre la boîte, il est englouti par les flammes. Noah réalise bientôt que l'artefact possède sa propre conscience, tout comme Léviathan, et puisque c'est le cas, il sait exactement comment le gérer. Il utilise Léviathan pour percer les flammes de l'artefact d'un seul coup et affirmer sa domination sur lui, et maintenant qu'il s'est imposé comme le maître de l'artefact, les flammes autour de lui reculent, et il se retrouve avec un anneau à la main. Maintenant que Luthier est en possession de Noah, il bénéficie d'une augmentation significative de ses statistiques de magie de feu, et l'empereur est étonné qu'il ait pu le dompter aussi rapidement, même s'il aurait dû s'y attendre de la part de Noah. Il demande si Noah veut l'essayer, car il peut préparer quelques cibles pour lui, mais Noah lui dit que ce ne sera pas nécessaire parce qu'il a quelque chose de mieux en tête. Il emmène l'empereur dans une clairière des bois, et une fois prêt, il active Luthier, mais au lieu de viser autre chose, Noah lance le feu sur lui-même. L'empereur s'inquiète pour lui un instant, mais Noah l'assure qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer car il voulait juste tester la force de Luthier par rapport à Léviathan, et comme il s'y attendait, Léviathan est légèrement plus fort que Luthier, donc il est capable de maîtriser les flammes. De plus, il est également capable de restreindre la portée de l'artefact pour assurer la sécurité de l'empereur, et avoir ce niveau de contrôle sur un artefact qu'il a reçu littéralement il y a quelques minutes est tout simplement incroyable. Néanmoins, l'empereur a appris à s'attendre à l'inattendu avec Noah. Il confie officiellement Luthier à Noah et lui demande de l'utiliser pour le bien de l'Empire. Un peu plus tard, Noah est conduit devant l'empereur en tant que ministre de la Justice, et il est chargé de rendre un jugement sur une affaire particulière de sécurité intérieure. Le frère de l'empereur, Graham, a un neveu qui se trouve être un petit salaud, et le neveu a toujours été tyrannique dans la gestion de son domaine, mais cette fois-ci il est allé trop loin car il a récemment tué une personne complètement innocente sans aucune raison, et c'est un crime grave. Graham a pris ses responsabilités pour l'incident et a même proposé de payer une lourde amende, mais Noah dit à l'empereur qu'ils ne peuvent pas accepter une amende de Graham parce qu'il n'a commis aucun crime. Selon la loi impériale, tout comme un enfant ne peut être tenu responsable des méfaits de ses parents, un parent ne peut être tenu responsable des crimes de son enfant. L'empereur est d'accord avec Noah sur ce point, et il est sûr que Graham est également conscient de ce fait, mais il essaie probablement de les soudoyer pour mettre fin à l'affaire. La somme qu'il a offerte était de 30 000 renés, soit 250 fois le revenu annuel moyen, c'est donc un montant assez important. Cependant, Noah insiste sur le fait que, selon la loi, ils ne peuvent pas accepter d'amende de quelqu'un qui n'a enfreint aucune loi. Dans ce cas, l'empereur demande s'ils doivent réécrire la loi pour permettre le paiement volontaire d'amende, car le trésor impérial pourrait vraiment utiliser ces fonds supplémentaires. Noah comprend le point de vue de l'empereur, mais il pense que ce serait une mauvaise idée de faire une loi comme celle-là parce que cela ferait croire aux gens qu'ils peuvent s'en tirer avec un crime tant qu'ils paient assez d'argent, et cela rendrait l'atténuation de la criminalité considérablement plus difficile. Il reconnaît que le trésor a un besoin urgent de financement, mais il pense qu'il serait préférable de trouver une manière plus respectable d'acquérir ces fonds. L'empereur réalise que Noah a raison,
et il est tellement impressionné qu'il décide de lui accorder un titre honorifique en tant que son conseiller principal. Noah est reconnaissant pour ce nouveau titre, et cela lui donne l'idée parfaite pour gagner de l'argent pour l'Empire. Il suggère que l'empereur pourrait accorder des titres honorifiques à ceux qui versent 1000 renés au trésor. Après tout, la plupart des gens adoreraient l'idée de recevoir un titre honorifique de l'empereur, et quand une personne gagne plus d'argent qu'elle ne peut en dépenser à la fois, elle a généralement tendance à rechercher l'honneur à la place, donc il ne devrait pas y avoir de pénurie de participants volontaires. L'empereur trouve que c'est une idée brillante et demande à son premier ministre d'aller chercher Oscar immédiatement pour mettre en œuvre cette idée, puisqu'il est le ministre des Finances. En entendant cela, Noah décide de partir pour aujourd'hui car il ne voudrait pas empiéter sur le domaine d'autorité d'Oscar. Mais alors qu'il sort, il trouve un groupe de personnes rassemblées autour du trou qu'il a fait plus tôt. Juste à ce moment-là, un homme nommé Shizu l'aborde, et Shizu lui explique que les autres sont simplement intrigués parce qu'ils n'ont aucune idée de comment le sol a fondu de cette manière. L'un d'eux est même tombé en essayant de comprendre, ce que Noah trouve amusant. Il tend une bourse d'argent à Shizu et lui demande de ne ménager aucun effort pour soigner la personne qui est tombée dans le trou, puisque c'est lui qui en est responsable, et Shizu remercie Noah d'être aussi généreux que toujours. Juste à ce moment-là, Noah remarque que Shizu porte quelque chose, alors il demande ce que c'est, et Shizu explique que c'est une boîte de scarabées rhinocéros. Apparemment, le 16e prince aime les regarder se battre, alors il demande qu'on en capture quelques-uns pour lui. Noah trouve l'idée de regarder des créatures se battre intrigante, alors pendant le trajet en calèche jusqu'à la maison, il décide d'essayer avec Léviathan et Luthier. Il leur demande s'ils seraient prêts à s'affronter au combat, et Léviathan et Luthier semblent partants, alors ils prennent des formes miniatures et commencent à se battre. Noah regarde avec intérêt les deux se battre sans arrêt, mais finalement Léviathan est toujours légèrement supérieur à Luthier, donc il finit par gagner. Une des servantes de Noah a par hasard vu toute la scène, et elle était vraiment intriguée car elle n'avait jamais rien vu de tel, mais ensuite elle réalise qu'il est impoli de regarder ce que Noah fait sans permission, alors elle s'excuse pour l'intrusion. Noah lui dit que ça ne le dérange pas et lui propose même de lui en montrer davantage, car Luthier semble vouloir une revanche. Noah se demande s'il peut devenir plus fort en regardant ces deux-là se battre, et alors qu'il jette un œil à son écran de statistiques, sa théorie est confirmée car il réalise que son niveau vient d'augmenter. Après être rentré chez lui, il fait combattre Léviathan et Luthier une douzaine de fois de plus, et jusqu'à présent, Léviathan a gagné chaque combat, mais à chaque fois, la technique de Luthier s'améliore petit à petit jusqu'à ce qu'il soit enfin capable de vaincre Léviathan. Après le dernier combat, non seulement le niveau de Noah a encore augmenté, mais le rang de Luthier a aussi légèrement monté, ce qui signifie que les objets de Noah peuvent devenir plus forts en s'affrontant au combat, et il gagne de l'expérience dans tout le processus. Zoé est étonnée car cela signifie essentiellement que Noah peut augmenter son niveau indéfiniment sans même avoir besoin de se battre, mais Noah lui dit que ce n'est pas si simple. La première fois que son niveau a augmenté, il n'a fallu qu'un seul combat, mais pour la deuxième augmentation de niveau, il a fallu 10 combats, donc l'expérience requise augmente probablement avec chaque niveau. Juste à ce moment-là, Henry arrive à la recherche de Noah et lui dit qu'il est sur le point d'être envoyé en mission. Apparemment, un nid de monstres près d'ici a récemment commencé à s'agiter, donc Noah a été chargé de s'en occuper, et pour décider combien de troupes Noah devra emmener, Henry sort une boîte magique spéciale. Pour ce genre de choses, il ne faut pas prendre trop ou trop peu de soldats, donc la boîte analyse vos capacités et propose un nombre idéal de troupes pour la mission. Cependant, quand Noah touche la boîte, elle imprime le numéro 1, ce qui signifie que Noah seul suffit pour gérer le nid de monstres. Henry est choqué car c'est la première fois que quelque chose comme ça arrive, mais est-ce vraiment surprenant à ce stade? Plus tard dans la journée, Noah est dans son bureau en train de lire un livre quand on l'informe soudainement que quelqu'un est venu pour le rencontrer, alors il arrête ce qu'il fait et leur dit d'entrer. La personne en question est Reyes, et il a apparemment un message de l'empereur pour Noah. Selon les coutumes impériales, une personne délivrant un message de l'empereur doit être traitée comme le représentant de l'empereur et se voir accorder le respect dû, donc Noah s'agenouille devant Reyes pendant qu'il délivre son message. Reyes informe alors Noah que, par ordre de l'empereur, sa mission a été reportée jusqu'à nouvel ordre. Après avoir fini de délivrer le message, Reyes s'agenouille devant Noah pour montrer son respect. En tant que membre de la maison d'Henry, Reyes doit suivre les règles, qui stipulent qu'il doit toujours montrer le respect approprié lorsqu'il rencontre un prince, quel que soit le prince. Après avoir fini de rendre son respect, Noah demande à Reyes s'il sait pourquoi l'empereur a reporté la mission, puisque Noah devrait être plus que capable de s'en occuper seul. Reyes l'informe que c'est précisément à cause de ses grandes capacités que l'empereur a reporté la mission. Il veut apparemment en faire un grand événement pour que tout le monde dans l'Empire puisse être témoin de la grandeur de Noah, et si c'est le cas, alors Noah suppose que tout préparer va prendre un certain temps. En attendant, Noah décide d'aller chez le marchand d'artefacts local pour voir s'il a des artefacts doués de conscience en stock, mais malheureusement l'homme dit qu'il n'a rien trouvé de cette nature. Noah est déçu, mais il s'y attendait un peu, car ce genre de choses est difficile à trouver,
Alors il tend une bourse d'argent au marchand et lui dit de rester attentif à tout ce qui correspond à cette description. Il promet également de lui donner une récompense supplémentaire s'il trouve quelque chose de bien. Je sais que Noah essaie d'être généreux, mais si le trésor de l'Empire est un peu à court de fonds, peut-être qu'il ne devrait pas distribuer de l'argent à gauche et à droite. Noah s'apprête à rentrer chez lui, mais en quittant le marché, il remarque une agitation. Il s'avère qu'un homme menace un propriétaire de magasin parce que le type ne voulait pas lui vendre un article que quelqu'un d'autre avait déjà réservé. Dahlem était connu pour ce genre de comportement, mais aucun des commerçants du quartier ne pouvait rien y faire car son statut le rend pratiquement intouchable. Cependant, Noah lui crie soudainement d'arrêter. Dès que Dahlem l'aperçoit, il reconnaît Noah comme le 13e prince, mais il n'a pas l'air particulièrement inquiet. Noah dit à Dahlem que ce qu'il faisait tout à l'heure constitue de l'intimidation et que c'est une infraction grave. Mais Dahlem le corrige et informe Noah qu'il est membre de la maison du prince Gilbert, et selon la loi impériale, il ne peut être reconnu coupable d'aucun crime autre que le meurtre ou la trahison, ce qui signifie que même Noah ne peut pas le punir pour quelque chose d'aussi mineur que d'intimider quelques commerçants. Noah sait que Dahlem a raison sur ce point, et normalement il n'y aurait vraiment rien que Noah puisse faire pour punir Dahlem. Mais ensuite il se souvient de la règle concernant les membres d'une maison impériale qui doivent témoigner du respect à tous les princes lorsqu'ils les rencontrent, et c'est une raison suffisante pour que Noah accuse Dahlem d'être irrespectueux envers la famille royale. Il ordonne alors à Shirley d'appréhender Dahlem. Pendant qu'elle le maintient au sol, Noah demande si quelqu'un a quelque chose qu'il peut utiliser pour punir Dahlem, et comme les commerçants détestent tellement Dahlem, l'un d'eux ne perd pas de temps à sortir un fouet. Dahlem est attaché à un poteau peu de temps après, et Shirley demande à Noah combien de coups de fouet elle doit lui donner. Noah dit que si Gilbert découvrait qu'un de ces gens utilisait une autorité empruntée pour terroriser son peuple, alors il leur donnerait très certainement la peine de mort, donc c'est exactement ce qu'il prévoit de donner à Dahlem. Après une longue et douloureuse séance de fouet, Dahlem a été déclaré mort. Noah ne regrette rien, mais il réalise que sa décision dépassait les limites puisque Dahlem était un des hommes de Gilbert, alors il décide d'aller au manoir de Gilbert pour s'excuser. Pour vraiment rendre l'excuse crédible, il demande à Shirley de lui mettre des menottes. En arrivant au domaine de Gilbert, Noah explique ce qui s'est passé en détail et s'excuse de ne pas avoir discuté de cela avec Gilbert avant de prendre une telle décision. Gilbert semble assez calme à propos de toute l'affaire et dit à Noah qu'il n'a rien fait de mal parce que Dahlem n'était pas quelqu'un qui méritait qu'on s'inquiète pour lui. Si quoi que ce soit, il pense qu'il est juste de dire que Noah lui a rendu service en protégeant sa réputation d'un homme qui commettrait des crimes au nom d'un prince. Sur ce, Gilbert pardonne officiellement à Noah pour ce qui s'est passé. Maintenant que tout est réglé, Noah et Shirley quittent le manoir de Gilbert. Mais alors qu'ils s'éloignent, Shirley demande à Noah s'il était vraiment nécessaire qu'il se mette lui-même les menottes pour s'excuser, alors que Gilbert était si calme à propos de toute l'affaire. Noah lui révèle qu'en réalité, Gilbert était furieux tout le temps, mais parce que Noah est venu s'excuser immédiatement, il n'a pas pu décharger sa colère sur lui et a été forcé d'accepter les excuses. Le lendemain, Noah est de retour chez lui quand on l'informe soudainement qu'un membre de la famille impériale est là pour le voir, et alors qu'il accepte la rencontre, on lui présente Don. Don dit qu'il a beaucoup entendu parler des capacités exceptionnelles de Noah, et il dit qu'il aimerait venir servir sous ses ordres ici, ce à quoi Noah accepte. Cependant, il peut sentir qu'il y a quelque chose de louche chez Don, alors il demande à Dylan de faire une vérification approfondie de ses antécédents. Quelque temps plus tard, Dylan termine son enquête sur Don, et comme Noah l'avait suspecté, il s'avère que Don et ses parents sont tous loyaux à Gilbert, ce qui signifie que Gilbert l'a probablement envoyé ici comme espion. Les serviteurs d'un prince doivent généralement suivre des règles strictes concernant les personnes avec qui ils peuvent interagir, il est donc courant qu'ils finissent par se marier et avoir des enfants entre eux, et tous les enfants qu'ils ont finissent par prêter allégeance au prince dès leur plus jeune âge. Don est l'un de ses enfants, mais même si personne ne sait qu'il est un espion, il dit à Dylan de garder cela secret pour l'instant car il pourra utiliser cette information à son avantage plus tard. Dylan comprend, mais il est surtout impressionné par le fait que Noah ait pu discerner que Don était un espion dès leur première rencontre. Cependant, Noah n'a rien fait de spécial. Il a simplement remarqué que même après avoir accepté que Don le serve, ses statistiques n'avaient pas augmenté, et cela ne pouvait signifier qu'une chose, Don ne lui était pas vraiment loyal. Autre nouvelle, Dylan informe Noah que le marchand à qui il a demandé de garder un œil sur des artefacts spéciaux est arrivé, et il prétend avoir quelque chose qui pourrait intéresser Noah. Noah ordonne qu'on fasse entrer l'homme, et dès son arrivée après avoir salué Noah, le propriétaire de la boutique lui présente l'artefact qu'il a récemment acquis, un grand tableau. Noah est un peu pris au dépourvu car il s'attendait à ce que l'artefact soit quelque chose comme une armure ou une arme, mais alors qu'il s'approche de la peinture, Léviathan commence à réagir, il peut donc sentir qu'il y a définitivement quelque chose de louche. Il demande au propriétaire si le tableau est maudit d'une manière ou d'une autre, et l'homme le confirme. Pour le démontrer, il sort une réplique du tableau qui a été créé à peu près à la même époque que l'original, et bien que les deux peintures puissent se ressembler,
Noah remarque qu'il y a une légère différence dans l'expression faciale de la fille. Si la réplique a été faite pour être une copie exacte de l'original, alors cela signifie que l'original a changé avec le temps, et s'il a fait réagir Léviathan, alors il doit y avoir une conscience quelque part à l'intérieur. Noah dégaine alors Léviathan et l'utilise pour rompre le lien entre le tableau et la conscience, permettant à la fille piégée à l'intérieur de s'échapper enfin, et bien que cela ait fonctionné comme Noah le souhaitait, le propriétaire est compréhensiblement effrayé car il ne s'attendait pas à voir un esprit flotter hors d'un tableau aujourd'hui, même s'il était maudit. Juste à ce moment-là, il remarque que Noah semble avoir une conversation avec l'esprit, ce qui n'a aucun sens pour lui puisque l'esprit est resté silencieux depuis qu'elle a quitté le tableau. Cependant, pour une raison quelconque, Noah est capable de communiquer avec elle, et grâce à cela, il apprend qu'elle a connu un destin tragique. Elle a été tuée par le créateur original de cette peinture, et son sang a été mélangé à la peinture même utilisée sur la toile, ce qui explique pourquoi elle était liée au tableau et incapable de le quitter. Cela dit, en tant qu'esprit, elle n'a pas vraiment beaucoup d'options pour décider de ce qu'elle veut faire maintenant, alors Noah propose de l'accueillir si elle lui jure allégeance, et l'esprit semble plus qu'heureuse de le faire. Ayant gagné un nouveau subordonné magique, la statistique de magie de terre de Noah reçoit un bon coup de pouce, mais ce n'est pas tout ce que l'esprit peut faire. L'esprit s'appelle Iwawa, et elle a apparemment la capacité de reproduire la forme d'objets et de personnes qu'elle a vues, alors, pour démontrer, elle se transforme en propriétaire de la boutique. Le propriétaire est sans voix car il n'arrive pas à croire qu'il regarde une copie exacte de lui-même, mais ce n'est pas tout ce dont elle est capable. Noah combine ensuite le pouvoir de l'esprit avec le pouvoir de son anneau, et par conséquent, le corps immatériel de l'esprit est solidifié, donc le propriétaire peut toucher une des mains d'Iwawa tandis que l'autre main reste intangible. Une capacité comme celle-ci sera très certainement utile à Noah un jour, alors il remercie le propriétaire et lui dit qu'il est prêt à payer n'importe quel montant qu'il demandera, mais il veut qu'il continue à chercher des artefacts similaires à celui-ci, ce à quoi l'homme accepte. Plus tard, Noah reçoit la visite de Byron, ce qui est une surprise car il ne s'y attendait pas, et il ne se souvient certainement pas d'avoir demandé tout cela, mais Byron dit que c'est juste un témoignage de sa gratitude car, grâce à lui, Eda a été acceptée comme servante au palais, et maintenant elle a été promue au rang de dame de compagnie, ce qui signifie qu'elle reçoit désormais des faveurs intimes de l'empereur, et c'est un immense honneur. Noah voit que Byron a vraiment fait des folies avec ses cadeaux aujourd'hui, et il devine que tout cela vaut environ 30 000 rennes, et Byron est surpris que Noah ait pu deviner si précisément la valeur exacte des cadeaux. Les consorts sont divisés en 4 rangs au palais, les dames de compagnie, les concubines, les épouses régulières, et ensuite, au-dessus de toutes les autres, l'épouse légale de l'empereur, l'impératrice. Il ne peut y avoir qu'une seule impératrice, alors Noah prévient Byron que si Eda veut monter, le plus haut qu'elle puisse atteindre est le niveau d'épouse régulière, mais Byron en était déjà bien conscient. Il espère juste qu'Eda pourra gagner autant de faveurs de l'empereur que possible, mais Noah lui dit que la faveur seule ne suffira pas à garantir une position à Eda. Après tout, il est sûr que les autres consorts iront jusqu'à des extrémités pour saboter Eda afin de l'empêcher de les surpasser. C'est la loi de la jungle là-bas, alors Noah dit à Byron d'envoyer à Eda autant d'argent qu'elle en a besoin pour qu'elle puisse se permettre de se défendre. Byron comprend, alors il part s'occuper des affaires, et une fois qu'il est parti, Noah appelle Zoé car il a une tâche pour elle. Il veut qu'elle livre une lettre à sa mère, l'une des épouses régulières de l'empereur, mais Zoé est un peu confuse car livrer des messages est généralement un travail pour quelqu'un comme Dylan. Noah le sait, mais les hommes ne sont pas autorisés à entrer dans la chambre intérieure où résident les femmes du palais, et Noah lui-même ne fait pas exception à cette règle, c'est pourquoi il ne voit sa mère qu'une fois par an. Bref, la lettre informe essentiellement sa mère qu'il agit en tant que gardien d'Eda, et à ce titre, il aimerait qu'elle veille sur la jeune fille pour s'assurer qu'il ne lui arrive rien de mal. Zoé demande à Noah s'il a vraiment l'intention d'utiliser sa propre mère à des fins politiques, mais il dit que c'est juste la façon dont les choses fonctionnent ici. En plus, ce n'est pas comme s'il était si proche de sa mère de toute façon, puisqu'il ne l'a rencontrée que quelques dizaines de fois dans sa vie. Sur ce, il demande à Zoé comment va sa mère ces derniers temps. Zoé lui dit que sa mère se porte très bien, et qu'elle est extrêmement reconnaissante que Noah ait créé une place pour elle ici dans la capitale, mais il y a quelque chose qui la tracasse récemment. Elle n'est pas sûre que ce soit assez important pour en parler à Noah, mais Noah dit qu'il veut savoir ce que c'est. Alors, Zoé l'informe que l'une des tâches de sa mère est de fermer la porte la nuit, mais récemment, en le faisant, elle a aperçu ce qui ressemblait à quelqu'un rôdant dans les environs. Elle n'a pas pu bien voir le visage de la personne, donc elle ne sait pas qui c'était, mais cela lui a semblé très suspect. Noah a une bonne idée de ce qui pourrait se passer, alors il remercie Zoé d'avoir attiré son attention là-dessus et lui demande de dire à sa mère de n'en parler à personne d'autre entre-temps. Plus tard dans la nuit, la mère de Zoé ferme la porte comme d'habitude, mais soudainement, dont surgit derrière elle et la tue avec une aiguille empoisonnée dans le cou. Il s'enfuit ensuite pour ne pas être repéré, mais pendant tout ce temps, Noah, Zoé et sa mère regardent à distance.
Noah avait anticipé ce genre de choses car il savait que la seule personne qui rôderait tard dans la nuit serait Don, et si Don pensait que la mère de Zoé l'avait vu, alors il reviendrait sans aucun doute pour l'éliminer afin de protéger sa couverture d'espion. Grâce aux préparatifs de Noah, la personne que Don vient de tuer s'est en fait avérée être Iwawa déguisée en mère de Zoé, et la capacité d'Iwawa lui permet de laisser derrière elle un cadavre totalement réaliste. Alors, Noah demande à Zoé de prendre le corps et de le retourner dans sa ville natale pour l'enterrement. Bien sûr, ce n'est qu'une mesure temporaire pour s'assurer que Don ne réalise pas que la mère de Zoé est toujours en vie, car il pourrait essayer de s'en prendre à elle à nouveau. Il utilise aussi cela comme excuse pour donner à Zoé un peu de temps libre pour passer du temps avec sa mère, et toutes deux sont profondément reconnaissantes de la considération de Noah. Plus tard, nous voyons Don grièvement blessé et bandé dans une cabane au milieu de la forêt tandis que Noah est assis à son chevet. Quand il se réveille, Noah lui dit de se détendre car il a failli mourir là-bas. Il s'avère qu'après que Don a rapporté à son officier traitant qu'il avait tué la personne qu'il avait vu rôder, il a été jugé comme un risque pour avoir été trop négligent en tant qu'espion et a été poignardé sur le champ. Noah dit qu'il a tout vu car il avait chargé Iwawa de suivre les actions de Don, et s'il n'avait pas été là pour aider, alors il ne fait aucun doute que Don serait mort. Don est impressionné que Noah ait pu comprendre si facilement qu'il était l'espion, et il comprend maintenant pourquoi les gens l'appellent le prince sage. Honnêtement, il aurait préféré servir sous les ordres de Noah, mais il était déjà au service de Gilbert, et il n'avait pas d'autre choix que de suivre les ordres. Noah dit à Don d'arrêter de parler comme s'il était trop tard pour qu'il renverse la situation, car tant qu'il jure sincèrement sa loyauté, Noah est plus que prêt à l'accepter comme un sujet authentique. Don est choqué d'entendre cela et demande à Noah s'il est sûr de vouloir accepter quelqu'un comme lui après tout ce qu'il a fait. Noah le confirme et promet qu'il ne rejettera pas Don comme Gilbert l'a fait, mais il prévient que si Don devait jamais le trahir, il peut s'attendre à un sort pire que la mort. Don comprend et jure immédiatement allégeance à Noah, et cette fois, Noah remarque que sa statistique de victoire a un peu augmenté, ce qui doit signifier que Don était vraiment sincère cette fois. Cela dit, puisque Gilbert pense que Don est mort, il va devoir rester discret pendant un moment avec un nouveau nom pour éviter d'être découvert. Il dit à Don de trouver une région calme en Almiria et de s'y rendre entre-temps, et Don est tellement touché par tout ce que Noah fait pour lui qu'il veut rendre l'appareil. Il n'est pas sûr que cela suffira à rembourser la gentillesse de Noah, mais il lui dit qu'il a des informations concernant un cadeau que Gilbert a récemment offert à l'empereur, et en entendant les détails, les yeux de Noah s'écarquillent de panique, alors il demande immédiatement une audience avec l'empereur. Quand Noah rencontre son père, il le prévient immédiatement d'arrêter de boire le vin de Ponyx que Gilbert lui a offert. Le vin de Ponyx est un vin produit dans le territoire de Gilbert, et Gilbert l'offre à l'empereur depuis presque un an maintenant. Pour tout observateur, cela semblerait normal, puisque l'empereur et le prince Albert en boivent en public depuis un moment sans aucun effet secondaire négatif jusqu'à présent. Cependant, cela faisait partie du plan de Gilbert. Selon ce qu'il a appris de Don, Gilbert a spécifiquement développé ce vin pour être sans danger dans la plupart des cas, mais lorsqu'il est consommé avec un repas de griffes de dragon, il devient un poison mortel qui tue instantanément. Et il se trouve que l'empereur et le prince Albert ont pour tradition de manger de la griffe de dragon ensemble une fois par an. De cette façon, comme les gens avaient vu l'empereur boire le vin auparavant sans aucun signe d'empoisonnement, ils ne soupçonneraient pas que le vin de Gilbert avait quoi que ce soit à voir avec la mort de l'empereur, et il serait libre de tout soupçon. L'empereur remercie Noah d'avoir attiré son attention là-dessus, et une mission serait plus tard menée pour capturer Gilbert pour son complot d'assassinat. Sur ce, il n'y a plus rien à faire pour Noah ici, alors il se prépare à partir, mais juste à ce moment-là, il réalise qu'il est étrange que l'empereur n'ait eu aucune idée du complot d'assassinat de Gilbert malgré son vaste réseau d'informations. Cependant, il s'avère que l'empereur était au courant du complot depuis le début, et il avait secrètement remplacé tout le vin de Gilbert par un autre d'apparence similaire pour éviter d'être blessé, mais que Noah l'ait découvert et soit venu le lui rapporter était un tournant inattendu. Il est empereur depuis longtemps, et il y en a beaucoup qui aimeraient le voir mourir pour libérer le trône, mais Noah ne fait pas partie de ces gens, et savoir cela rassure l'empereur. Il déclare qu'à partir d'aujourd'hui, Noah sera nommé vice-ministre des Affaires militaires en plus de son poste de ministre de la Justice. Il nomme également Noah gouverneur général de la première armée, et il dit à Noah que dans l'éventualité où l'un des princes parviendrait à le tuer un jour, il veut que Noah utilise l'armée impériale pour s'emparer de la capitale, et à partir de là, Noah est libre de choisir qui il veut comme prochain empereur.